Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Biaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien. D'autres mots, on appelle moi. Laisse-moi mourir, c'est un plein droit. El Padrino Camari de Zoula Mondia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du comportement du gouvernement ivoirien. Précisément son excellence, son monsieur le président Alassane Ouattara. Et est-ce que cette avocate, maître Jennifer Naouri, a réellement démonté le président de la République? Parlons-en, mais qui encore? C'est qui cette fille? Cette fille appelée Jennifer Naouri. C'est une fille franco-néerlandaise, ça veut dire elle a des racines hollandaises et des racines françaises. Donc cette fille, elle parle au moins 4 langues. Elle parle l'espagnol, elle parle le français, elle parle l'anglais et elle parle le néerlandais. Donc elle parle au moins 4 langues. Elle a eu son master 2 en 2007 dans une université, on dirait Panthéon, quelque chose à Paris. Et en dehors de ça, elle donne des cours de droit dans les écoles françaises. Et elle a travaillé au sein de l'Assemblée nationale française. Elle a travaillé aussi au sein de cette organisation appelée Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires. Elle travaille dans le bureau de Maître Artide. Donc, elle travaille dans le bureau d'avocat de Maître Artide. Et en conclusion, elle a au moins 24 ans. Donc, c'est une fille. Elle n'est pas mariée, bien sûr. Donc, c'est une petite fille qui a au moins 24 ans. Mais, avec sa brillante expression, sa brillante vision, et lorsque elle se met dans la peau de son métier, vraiment, elle épate les gens. Elle a des paroles tranchantes, des paroles d'éclair, des paroles qui sortent de sa bouche à une vitesse lumière. On ne peut même pas maintenir cette... Non, à tout cas, elle m'épate. Lorsque je la vois, j'aimerais qu'elle devienne lanière, un bride pour l'un de mes enfants, ou bien guide pour l'un de mes enfants. Avec guide, ça veut dire mentor. Quelqu'un qui t'encadre. Voilà, ton mentor, ton guide, quelqu'un qui te situe. Donc voilà, un bride, c'est aussi même chose. Lanière, c'est aussi la même chose. Donc j'aimerais que cette fille, elle soit engagée même en Afrique pour former les magistrats africains. Même les juges, que ce soit juge, avocats africains, elle est bien placée. Non seulement elle donne des cours de droit en Europe, mais ceux qui vont suivre ces cours de droit, mais ils auront la chance d'être brillants de la manière elle est. À l'âge de 24 ans, elle défie même ceux qui ont duré dans le droit, qui ont déjà exercé pendant 40 ans, mais quand elle est en face d'eux, et puis elle s'exprime, on dirait qu'elle fait le métier, ou bien elle est née dans le métier. À tout cas, elle épate les gens par rapport à sa manière de se comporter. Elle maîtrise les articles, elle maîtrise les lois, elle maîtrise les dossiers. Elle ne prend pas une parole pour dire mais, non. Lorsqu'elle prend, on dirait une machine infernale qui se déploie sur le terrain. En tout cas, je suis pro Alassane, j'aime la manière dont Alassane fait, mais cette fille, elle m'épate. Cette fille, vraiment, elle a de l'avenir et ses parents l'ont vraiment accouchée. C'est une fille à saluer. Je demande aux membres du pays, si un jour Gbagbo sortait, cotiser pour donner 1 milliard de francs CFA à cette fille, parce qu'elle fait un boulot colossal pour votre mentor qui est Gbagbo, votre guide. C'est qu'elle fait là. Vraiment, en Côte d'Ivoire, ils vont chercher parmi les avocats ivoiriens. Il serait très rare de trouver un avocat qui va être comme cette avocate, parce qu'elle a une pensée immense, elle a une manière de s'éclater lorsque elle se tient devant des juges, devant des procureurs pour défendre son client. À tout cas, elle se met à un autre niveau, pas possible. On dirait même qu'elle est née dans le métier, on dirait qu'on l'a couché avec le métier. Or, tout simplement, elle a appris. Elle a 24 ans, mais lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle défend son client, on dirait une fille qui a 100 ans, qui a exercé le métier durant un siècle. Parce qu'elle connaît. Même
Quand c'est comme ça, Maître Atid, quand les dossiers sont durs, Maître Atid, il est obligé de laisser la fille défendre ce côté-là. Lorsque ils sont confrontés à un témoin qui est têtu, un témoin qui est très instruit, c'est à la fille, on donne, on la laisse, on dit, il faut démonter ce témoin. Et lorsqu'elle prend le dossier, mais elle confond ce témoin, elle le confond dans ses propres pièges, que ce soit les Mangous, les Kassaratés, des gens qui ont fait des vraies études, qui ont été des chefs militaires durant longtemps, ce sont ces filles-là, on met cette fille-là sur eux, et puis ils sont paniqués. Vraiment, chapeau à Maître Naouri. Hier encore, elle a démontré au sein de la CPI, vraiment, elle a démonté le président de la République. C'est mon président, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. La fille, de la manière elle a démonté le président, en moins de 10 minutes, mais non. Même les avocats du président, ils n'ont même pas pu faire le poids. Ils étaient là, ils partaient, ils regardaient. Il y a un noir, un ivoirien qui était parmi eux, mais lui-même, il n'a même pas le niveau. Parce qu'il est là, il ne sait même pas, il était perdu devant la petite fille. Même les vieux avocats là, qui étaient assis et tout, mais ils étaient eux aussi épatés. Parce que la démonstration de la fille était tellement fracassante et humiliante qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu parler encore. Le procès a été suspendu. Ils ont dit non, il n'y aura pas de procès aujourd'hui. Chacun n'a qu'à faire. Parce que son un coup, ça a été un coup KO. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus une histoire encore de proroger encore. Cette histoire de, on doit, voilà. Elle a mis un coup bon, un coup KO. Donc, mais est-ce que ce monsieur, il comprend? Lorsqu'on parle de trucs, je ne vous ai pas dit que la fille a 100 ans. Je dis, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle défend les dossiers, on dirait, elle est née dans le métier. On dirait, elle est là, exercer le métier durant 100 ans. On dirait, elle a déjà exercé ce métier durant 100 ans. Donc, je n'ai pas dit elle a 100 ans. Donc, c'est un exemple que je donne. Parce qu'elle maîtrise bien le dossier. Que même les vieux qui ont exercé ce métier durant des années, elle vient d'arriver, elle a 24 ans. C'est en 2007 qu'on lui a donné ses diplômes. Elle a eu son master. Voilà, elle a eu son master, elle est devenue professeure et tout. Elle enseigne, elle donne des cours de droit à l'université de Paris et tout. Donc, c'est une fille qui connaît le droit, elle maîtrise le droit. En Afrique, là, dites-moi le nom des personnes qui ont 24 ans, qui donnent déjà des cours de droit, qui maîtrisent, qui peuvent aller dans un tribunal et défendre un dossier jusqu'à ce point. Ça n'existe pas. Donc, on n'a que des plaisantés en Afrique qui ne connaissent même pas le droit. Ils parlent du droit, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un droit. Donc, moi, ce que je demande aux gens du FPI, cotiser pour encore satisfaire cette fille. Même si ce n'est pas pour la corrompre, mais ce que vous pouvez faire pour qu'elle puisse encore avoir la force et l'énergie, cotiser. Vous pouvez cotiser pour dire, madame, vraiment, vous nous épatez. Et lors de vos démonstrations, nous vous donnons une telle somme, mais ce n'est pas pour vous corrompre, c'est un cadeau. On vous donne un cadeau. Ça n'a rien à voir avec votre salaire. Et puis, vous essayez d'aider cette petite fille. Elle est encore jeune. Elle sera encore satisfaite. Elle va avoir encore l'audace d'aller encore plus loin. La rage d'encore pénétrer les dossiers. Mais faites quelque chose. Si vous la regardez, elle consomme sur son salaire, mais ce n'est pas bien. Parce que ce qu'elle fait là, c'est à cause d'elle, elle est maître Atid, que les bleus goudés ont été acquittés. Hein. Donc, faites quelque chose. Donnez un petit don. Vous pouvez lui donner, lui offrir des choses. Ah oui, je ne sais pas. Même si elle n'a pas besoin d'habits, mais vous demandez sa pointure, payez des bonnes chaussures. Qu'est-ce qu'elle aime? Gâtez-la comme votre fille. Elle sera heureuse. Des Gucci, des Louis Vuitton, des trucs. Mais en tout cas, acheter des choses de bonne qualité pour lui donner. Et cotiser un peu d'argent. Même si c'est 15 000 euros, 20 000 euros, vous lui donnez. C'est un cadeau. Ce n'est pas son salaire. Elle gagne déjà beaucoup que ce que vous allez lui donner. Mais c'est un signe d'encouragement. Pour qu'elle puisse encore avoir l'audace et péter encore les plombs lorsqu'elle sera dans un tribunal quelconque. Donc, vous comprenez, avec ça, même une fois que Laurent Gbagbo et Blé Goudé auront la liberté, elle pourra être même l'une de leurs avocates. Ils peuvent l'engager comme leur avocate. Ah oui, parce qu'elle est brillante, il ne peut pas encore la laisser pour dire qu'il faut partir. Cette fille, elle travaille beaucoup. Elle doit même s'engager au sein
hein, de la famille de votre Gbagbo pour défendre tous les dossiers qui concernent la famille, ou bien même les membres du pays qui auront des problèmes juridiques pour que cette fille vienne défendre leur dossier. Parce qu'elle a une qualité pas possible. Des gens rêvent d'avoir une telle avocate dans leur vie. Maintenant, si vous l'avez en main, sous vos mains, mais profitez-en. Profitez-en. Engagez-la réellement pour qu'elle puisse travailler pour vous. Si vous partez en Côte d'Ivoire, dites là, il faut laisser un truc en Europe, là, viens, on va aller en Côte d'Ivoire ensemble, tu vas travailler sur les dossiers des trucs. Tu n'as pas travaillé, tu seras payé. Et tout. Ah oui, engagez-la. Ou bien elle peut vivre en France. Une fois qu'il y a un truc, elle prend son vol, elle arrive en Côte d'Ivoire, elle défend des dossiers quand ça finit, et puis elle se retourne. Il aura une chambre d'hôtel pour elle, elle va bien dormir, hôtel Ivoire, ou bien hôtel du Golfe, ou bien je ne sais pas, il a plusieurs hôtels. Elle pourra dormir confortablement. Maintenant, laissons ce côté-là. Hier, il y a eu des avocats au sein de la CPI venant de la part du président ivoirien. Ceux-ci ont avoué que c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui les envoie pour défendre les dossiers des victimes dans le but de maintenir Blaise Goudé Laurent Gbagbo à la CPI. Et cette fille, Jennifer Naouri, elle nous a montré une vidéo qui date du mois de novembre 2019 où Alassane, devant les médias internationaux, je précise, devant les médias internationaux et les médias nationaux, Alassane a affirmé que lui, il n'a rien à voir dans cette histoire de la CPI et que ce n'est pas le but du gouvernement ivoirien de s'immiscer dans la justice internationale. Et que le gouvernement, lui, Alassane, il ne peut jamais s'immiscer dans une affaire juridique. Et qu'il n'a rien à voir là-dedans. Ces avocats qui s'envoient, c'est eux-mêmes qui s'envoient. Et que ceux qui utilisent son nom pour dire non, c'est Alassane qui les a envoyés, ce sont des menteurs. C'est une intoxication. Et que lui n'a envoyé personne. Donc, lorsqu'on voit les faits, il y a une contradiction grave. Ces gens-là, ils vont là-bas au nom d'Alassane. Et Alassane, dans la vidéo, il dit, lui, il n'a envoyé personne. Et que lui, Alassane, il ne fout pas son nez dans une affaire juridique. Et que dans la justice de la CPI, la justice internationale, lui, Alassane, il ne met pas son nez là-bas. Et que ce n'est pas ça le rôle d'un État. Mais si ces gens-là ont menti sur le président de la République, il faudrait qu'une plainte soit posée contre eux. Parce qu'ils ont atteint à l'autorité de notre pays, à l'intégrité plutôt de notre pays. Ils ont atteint à l'intégrité de notre pays. Un mensonge flagrant aux yeux de l'humanité tout entière. Mais c'est une humiliation pour notre République. C'est une humiliation pour notre président de la République. Et donc, si lui, il pense, le président de la République de Côte d'Ivoire pense réellement qu'il a envoyé l'un de ses avocats en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire pour demander à la Cour de maintenir Laurent Gbagbo et que le retour de Gbagbo sèmerait des troubles en Côte d'Ivoire, il faudrait que le président porte plainte. Maintenant, dans le cas contraire, s'il ne porte pas de plainte contre ces gens-là, alors les gens diront que Alassane est un menteur. Et qu'il dit ça, et dans les coulisses, il fait autre chose. Donc, dans ce cas, nous allons nous mettre en question. Il y a une question maintenant qu'on doit se poser. Si la justice internationale, Alassane fait tout, lui qui a des milliers de kilomètres, 7000 kilomètres, ou bien 8000 kilomètres de la Côte d'Ivoire. La CPI est située à 8000 kilomètres de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien fait tout pour envoyer des gens pour influencer cette justice. Imaginons, et la justice nationale, est-ce qu'elle peut être équitable? Est-ce que ce n'est pas une justice partisane? Voilà la question que les gens se posent. Parce qu'il y a eu des procès où les gens ont été condamnés. Est-ce que ces gens ont été condamnés au nom du droit de la justice, ou bien au nom de leur propre droit, ou bien est-ce que la justice ivoirienne reconnaissait que réellement ces gens-là avaient fait les faits dont on leur reprochait, ou bien les causes pour lesquelles on les avait enfermés? Est-ce que ces personnes-là étaient réellement coupables? Est-ce que le gouvernement ivoirien n'a pas influencé la justice ivoirienne? Parce que si le gouvernement ivoirien est capable
d'influencer une justice internationale, imaginons, ce n'est pas la justice nationale que le gouvernement ne va pas influencer. Donc nous mettons en question la crédibilité de la justice nationale ivoirienne. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Parce que si la CPI, il y a des avocats qui sont envoyés à la CPI pour influencer les juges procureurs de CPI, mais imaginons la justice qui est dans le nez du gouvernement ivoirien, est-ce que cette justice ne va pas être influencée? Donc en Côte d'Ivoire, on pense et nous constatons que la justice est manipulée. Elle est manipulée. Et donc ce n'est plus une justice. C'est une infrastructure qui est là pour faire les sales besognes du pouvoir en place. Moi, des gens disent qu'ils ne me comprennent pas. Comprenez-moi, je suis quelqu'un, je te soutiens, mais lorsque il y a des failles, je te dis la vérité. Nous sommes, être cyberactiviste, ça veut dire quoi? Être cyberactiviste, c'est de dénoncer l'état de la société. C'est de dénoncer tout ce qui n'est pas bien. Être cyberactiviste ne veut pas dire fermer les yeux sur des faits qui ne sont pas bons. Lorsque tu fermes des yeux sur les faits qui ne sont pas bons, c'est que tu n'es plus un cyberactiviste, tu deviens un partisan. Tu deviens un partisan, donc un militant. Et donc tu fais tes vidéos en tant que militant et non en tant que cyberactiviste. Mais le cyberactiviste, son rôle, il peut être partisan, mais en même temps, il peut être un dénonciateur. Quelqu'un qui dénonce les faits qui ne sont pas bien. Et donc, lorsque tu es cyberactiviste, tu te déclares être cyberactiviste, et que tu es sur les réseaux sociaux, si quelque chose ne va pas dans ton pays, il se doit de venir dire la vérité à ceux qui te suivent et ceux qui te regardent. Il se doit de venir dire la vérité à ceux qui te suivent et à ceux qui te regardent. Il ne s'agit pas de venir fermer la bouche et faire croire que tout va bien. Non, il faut dénoncer les faits. Maintenant, quand le diplomate, lorsqu'il dit l'alcool est de retour, tu sais, mon frère, je suis poli, mais je vais te dire un truc. Tu sais, c'est le clitoris de ta mère qui a bu l'alcool. Voilà. Donc ça, c'est ta réponse. Je pense que je suis clair sur ça. Un commentaire bizarre, réponse bizarre. Un bon commentaire, une bonne réponse. Donc vous comprenez. La vidéo que la fille a montrée, est-ce que Alassane n'avait pas dit ça? Est-ce que c'est une vidéo montée? Voilà la question. Parce que si c'est une vidéo montée, cette vidéo se trouve sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une vidéo montée. C'est une vidéo que les gens ont pris. Parce que c'était une interview. Il était devant la presse. Il faisait une interview. Et donc, devant cette presse, Alassane a avoué cela. Et que lui ne s'immisce pas dans une affaire de justice. Et qu'il n'a rien à voir avec la CPI. Il n'a jamais envoyé qui que ce soit. Et donc, ceux qui prennent son nom pour aller dire qu'il les a envoyés, ce sont des imposteurs. Donc, il les a traités d'imposteurs. Maintenant, ces avocats, ils disent que c'est la République de Côte d'Ivoire qui les a envoyés. Et que le gouvernement ivoirien ne porte pas plainte pour poursuivre ces gens-là. Parce qu'ils ont menti quand même sur le président. Si Alassane, le président de la République de Côte d'Ivoire, pense réellement qu'il n'a pas envoyé ses avocats, et que ces avocats ont utilisé son nom pour détruire le nom de la... Parce que c'est une nuisance notoire envers la République ivoirienne. Le monde entier nous regarde, l'humanité tout entière regarde le procès qui se passe. Et ces avocats, ils quittent la Côte d'Ivoire, ils disent c'est Alassane qui les a envoyés. On montre une vidéo qui contredit leurs propos. On dit, mais votre président qui dit vous envoyez, il dit lui il n'a jamais envoyé quelqu'un et que vous êtes des imposteurs. Maintenant, entre eux et Alassane, qui dit vrai, qui ment, soit les avocats sont des mercenaires envoyés par un autre pays qui utilise l'identité du président de la République pour aller mentir aux yeux de l'humanité. Or, on parle de justice. On parle de justice. Et donc, s'immiscer dans la justice, c'est de nuire l'image de la Côte d'Ivoire pour dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Puisque si le président de la République de Côte d'Ivoire envoie des gens pour influencer une justice internationale,
Mais imaginons un instant la justice nationale, comment ils vont faire maintenant? C'est-à-dire les juges qui dorment à Abidjan matin, midi, soir. Si le président ivoirien constate ou bien dit que quelqu'un veut faire un coup d'État contre lui, que ces faits soient avérés ou faux, on ne sait jamais. Si on porte en plainte contre eux, et puis ces gens-là se représentent devant une justice ivoirienne, ou bien devant la justice ivoirienne, pensez-vous que ces gens-là puissent sortir victorieux, mais ils vont les condamner, puisqu'il y aura une influence de la part du gouvernement ivoirien pour demander à ces juges ivoiriens de condamner ce dernier, quelle que soit la défense, quels que soient les avocats que ce dernier aura, ils vont condamner ce dernier. C'est ce que cela veut nous dire. C'est ce que cela veut dire. Pas une justice dite internationale qui est située à 8000 km de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien envoie des gens devant l'humanité tout entière. Et il n'y a pas eu la honte même. Malgré ce que Ouattara a dit, il n'a pas eu la honte d'envoyer encore des gens pour influencer une justice internationale. Donc s'il influence la justice internationale, c'est que la justice nationale, on n'en parle pas. Ce n'est plus de la justice. C'est de l'injustice et de l'imposture. Une infrastructure qui est sûre, qui a été mise sur pied pour travailler au nom du gouvernement ivoirien. Pour travailler pour le gouvernement ivoirien, qui n'est plus là pour juger les Ivoiriens, mais qui est là, qui a été créé pour juger tous ceux qui ne sont pas de même vision, de même idéologie avec le gouvernement ivoirien. Voilà ce que cela veut dire. Donc, ne voyons pas la vérité pour... Un cyberactiviste, je vais vous dire le rôle d'un cyberactiviste. Vous qui regardez dans l'alcool, le cyberactiviste, là, ce n'est pas d'être un mouton. Le cyberactiviste, il peut soutenir l'idéologie. C'est l'idéologie, on ne soutient pas l'individu. Je dis bien, on soutient l'idéologie. Et non un individu. Est-ce que vous comprenez? C'est une vision. Parce que comment tu peux choisir un candidat pour dire je le vote? Si ce dernier ne t'a pas expliqué son plan de gouvernement, c'est parce qu'il t'a expliqué ce qu'il a en tête et ce qu'il a écrit sur le papier que tu lui apportes ton soutien parce que cela t'a convaincu. C'est pas parce qu'il est beau et tout, il est élégant que tu le suis. C'est parce que ce qui est dans sa tête est bien. Il a une bonne vision. Voilà pourquoi tu le suis. Donc être militant, c'est d'abord épouser l'idéologie d'un personnage ou bien d'une personne pour ses programmes de société que ce dernier a dans sa tête. Donc lorsqu'on va sur cette base et qu'on pense qu'un militant doit soutenir l'idéologie et non l'individu, alors on se doit aussi de poser des questions. Lorsque la vision pratiquée par ce même personnage ou bien par ce même leader dont on est sympathisant, lorsque cette vision n'est pas compatible à celle que nous avions épousée hier ou bien celle que nous avions retrouvée dans son programme, il se doit de dénoncer cela. Voilà pourquoi ce matin, je me mets devant cette caméra parce que c'est ça le rôle d'un cyberactiviste. Le cyberactiviste, c'est de dénoncer ce qui n'est pas bien, malgré ton soutien à un candidat. Mais lorsque ce dernier, il fait des failles, il faut dénoncer cela. C'est ça le rôle d'un cyberactiviste. Lorsque tu ne dénonces pas ses failles et que tu le soutiens malgré ses failles, malgré son injustice, tu n'es plus un cyberactiviste, tu deviens militant. Et donc un militant ne doit pas venir parler de paix. Un militant ne doit pas venir faire la leçon, la morale à qui que ce soit. Un militant, il doit suivre il s'en fout des autres. C'est ça un militant. Mais quelqu'un qui suit l'idéologie, lorsque l'idéologie n'est pas bien, faut pas... Attendez. On dit un champ de cacao, ça fait bien. Et que tu vois des cacaoyers en train de mourir. Et tu ne dénonces pas, tu es là, tu dis, oh c'est bien, tu fermes l'œil. Non, il faudrait que tu dises aux propriétaires du champ, ah mais les cacaoyers sont en train de mourir, il faut les remplacer. Parce que si on ne les remplace pas, d'ici peu de temps, on va voir tout le champ disparaître. Parce que les cacaoyers vont mourir un à un. Et ça va prendre fin. Donc il se doit de rappeler l'individu ce qui n'est pas bien. Donc l'idéologie est comme le champ de la personne. Et donc dans le champ de la personne, s'il y a des grains qui sont mauvais, il y a des arbres qui sont mauvais, des arbustes qui sont mauvais, il faut dire ça aux propriétaires pour qu'ils puissent les remplacer. Donc ça veut dire quoi? L'idéologie politique que les gens suivent, parce qu'ils suivent Ouattara, parce que Ouattara les a convaincus. Alassane a convaincu des milliers d'Ivoiriens
par rapport à sa vision d'État, sa vision de société, son programme. Voilà pourquoi les gens lui ont fait confiance. Et ce qu'il fait, c'est un progrès sur le terrain, les gens voient ça. Mais sur le plan juridique, s'il y a des failles, on ne doit pas fermer les yeux. Parce qu'on dit, quand ça arrive à clo-clo, ça arrive aussi à clac-clac. S'il y a la justice et puis tu soutiens, parce que c'est sur l'autre, demain, quand ça va frapper aussi, les membres de ta famille, il ne faut pas venir crier. Il faudrait aussi que tu assumes. Et si tu criais que les gens disent, oh c'est bien, tu vas trouver qu'ils sont ingrats. Mais tu oublies que hier, tu avais soutenu cette imposture juridique. Donc, c'est à nous de dénoncer ce genre de choses. Parce que imaginons, s'il arrivait que Gbagbo et Blé Goudé sont condamnés, les gens ne vont plus dire c'est parce qu'ils ont tué. Les gens vont dire Alassane a réglé ses propres comptes envers eux. Et qu'ils les ont condamnés parce que le gouvernement ivoirien voulait qu'on les condamne. Et c'était une histoire de Gbagbo et Ouattara. C'était plus une histoire de victime et Gbagbo. C'est clair. Donc, cette histoire, de la manière les gens ils vont interpréter ça, ils ne vont plus dire Gbagbo a tué. Ils vont dire Alassane veut les maintenir en prison parce qu'il a peur. Alassane veut qu'on les condamne parce qu'il ne veut pas de concurrents. Alassane veut qu'on les maintienne là-bas parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir en 2020. Voilà comment les gens vont interpréter. Ils ne vont pas dire Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont maintenus là-bas parce qu'ils ont tué. Parce que non, ils vont interpréter. Parce que Alassane lui-même a décidé de mettre sa bouche là-dedans. Et quand c'est comme ça, ça devient de l'injustice. Ce n'est plus les avocats des victimes qui défendent maintenant les dossiers. C'est le président lui-même qui défend les dossiers. Parce qu'il pense que Laurent Gbagbo a tué. Et donc, c'est une affaire personnelle. Il veut régler maintenant avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce n'est plus une histoire de mort. Vous comprenez? Or, ce même président, il s'est dédié hier dans une vidéo où il disait que ce n'est pas ça le rôle d'un président. D'immiscer dans une affaire juridique. Et qu'un président n'a pas le droit de le faire. Et que tous ceux qui utilisent son nom pour aller là-bas, c'est des imposteurs. Mais il a dit ça devant le monde entier. Oh, hier, on voit des avocats alignés qui vont là-bas et disent non, c'est Ouattara qui les a envoyés. Bon, ce que Ouattara a dit hier devant la presse, et ce que ces avocats disent plutôt, ce que ces avocats disent, s'il y a une contradiction, mais nous devons demander à l'État ivoirien de porter plainte contre eux. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas eu de plainte contre eux, nous considérons que Ouattara était menteur. Et donc, il a menti aux Ivoiriens et il a influencé la justice internationale. Donc, la CPI ne fait plus de justice, mais prend parti pour Alassane. Au nom des règlements, des règlements politiques du président ivoirien. C'est clair. Donc, ils ne sont plus là à faire la justice. Hein. C'est un truc politique, ils sont là réglés. Parce que pour Ouattara, il faut les maintenir. Parce que s'ils viennent, ils vont semer le désordre. Ils ne disent plus que non, ils ont tué. Et pour démontrer, ils n'apportent pas les preuves qui attestent réellement qu'ils ont tué. Parce que c'est la raison qui les a envoyés là-bas. Ils n'ont pas dit, ils n'ont qu'à quitter en Côte d'Ivoire parce que s'ils sont en Côte d'Ivoire, ça va mener le désordre. On dit ils ont tué, donc ils n'ont qu'à aller les juger pour les condamner. Maintenant, dans cette histoire de tuer, ils ont fait des recherches, ils ont constaté que non, les dossiers sont vides, ils n'ont pas tué, ils ont rejeté. On dit amener des preuves, il n'y a pas de preuves. Maintenant, on dit ils vont les libérer, on dit non, s'ils viennent, ils vont s'aimer les troubles. Mais ce n'est pas une histoire de s'aimer troubles que vous les avez déportés à la CPI. C'est une histoire de tuerie. Donc, on démontrer, si côté tuerie, il n'y a pas de truc de preuves, mais laissez-les, ils vont rentrer. Mais pourquoi vous vous appuyez sur... Non, ils vont amener la guerre. Ils vont amener la guerre. Donc, si c'était au nom d'amener la guerre qui vous a poussé à les envoyer à la CPI, donc qui a tué maintenant les Ivoiriens? Voilà la question. La question revient maintenant. Qui a tué les 3000 morts? Parce que vous demandez à la justice internationale de les maintenir là-bas parce que s'ils viennent, il va avoir des troubles. Donc, pour éviter les troubles en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à les maintenir là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils avaient tué les Ivoiriens que vous les avez amenés là-bas. C'était pour éviter les troubles. Vous-même, vous savez, les démarches du gouvernement ivoirien met en lumière cette fausseté juridique qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas déporté Gbagbo et Blé Goudé parce que ces gens-là causeraient des troubles en Côte d'Ivoire. Et donc, on les éloignait du pays pour éviter les troubles. Ce n'est pas pour ça qu'on les envoyait à la CPI. On les envoyait parce qu'ils ont tué 6 femmes d'Abobo. Je tiens à rappeler cela.
Et donc, les dossiers se sont plutôt focalisés sur la mort de ces 6 femmes d'Abobo. Je dis bien la mort de ces 6 femmes d'Abobo. Il y a eu des experts même qui sont venus pour dire, voilà, ils ont fait même des analyses profondes, mais suite à ça, il n'y a pas eu de preuves concrètes. Donc la CPI a dit, on ne peut pas continuer ce procès. On les a quittés. Maintenant, Alassane lui-même en personne, il prend la décision, il dit non, maintenez-les là-bas pour ne pas qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire avant même novembre. Faut pas, ils vont mettre les pieds en Côte d'Ivoire avant. Et même le journal Patriote, allez-y lire sur le journal Patriote aujourd'hui. C'est sorti. Le journal Patriote est clair là-dessus. Que Gbagbo et Blé Goudé ne vont pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire avant novembre 2020. Donc ça veut dire que c'est une affaire purement politique. Ce n'est plus une affaire de 6 femmes qui auraient été tuées à Bobo. C'est une affaire politique. Donc, Alassane, le gouvernement ivoirien ne veut pas les voir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une peur. Il y a une peur. S'ils viennent en Côte d'Ivoire, peut-être le gouvernement va perdre le pouvoir ou bien le RADP va perdre le pouvoir, donc on ne veut pas les voir. Ils n'ont pas resté là-bas pour éviter une crise en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas l'argument utilisé pour les envoyer. Hein. L'argument, on dit qu'ils sont assassins. Donc, si le gouvernement ivoirien a demandé aux familles des victimes de démontrer qui sont réellement assassins, et que ces familles des victimes n'ont pas été à mesure de prouver les faits, mais libérez-les. Libérez-les parce qu'à partir d'aujourd'hui, s'ils sont condamnés, les gens sauront qu'ils n'ont pas été condamnés parce qu'ils ont tué. Ils ont été condamnés parce qu'Alassane voulait gouverner le pays très tranquillement et ne voulait pas d'adversaire. Voilà comment les gens vont interpréter les faits. Et l'humanité tout entière a vu là-dedans. Les gens ont vu, ils ont pris note. Alassane a fait une erreur. Il ne devrait même pas envoyer d'avocat. Les familles des victimes ont des avocats. Ou bien ils ne sont pas des avocats. Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas avocats. Mais ou bien ils sont incapables de défendre les dossiers. Ou bien Alassane a vu leur incompétence. Mais c'est parce que le gouvernement, il pouvait les changer dès le début. Au moment où ils voyaient leur incompétence, ils pouvaient les changer pour les remplacer. Mais ils ne les ont pas remplacés jusqu'à où on parle d'acquittement. Mais là, ils envoient encore un autre renfort. Ça sert à quoi? Donc, cette histoire de Soro, on peut mettre ça en question. Pour dire, est-ce que Soro Guillaume, quand il parle de complot, est-ce qu'on ne va pas aussi s'interroger sur ça? Mais voilà les vrais trucs. Parce que la justice ivoirienne, Alassane vient de prouver aux Ivoiriens et à l'humanité tout entière qu'elle n'est pas crédible. Cette justice est manipulée. Cette justice est sous l'influence d'Alassane. Et qu'elle ne peut rien faire sans l'aval d'Alassane. Et que c'est Alassane qui dicte les lois en Côte d'Ivoire aux juges qui sont des hommes de droit. Maintenant, le président qui n'a même pas fait le droit, c'est lui maintenant qui dicte le droit à ses juges, à ses procureurs, à ses avocats de Côte d'Ivoire. Donc, on peut mettre ça en question. Et les procès qui ont eu lieu avant même l'affaire de Soro, on peut remettre ça en question. Tous les militaires qui avaient été jugés, où on disait que non, ils reconnaissaient la mort de Guy Robert. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une influence sur eux? Est-ce qu'on ne les a pas menacés pour dire si vous ne dites rien, vous ne dites pas la vérité, on va vous empoisonner, ou bien on va vous tuer à petit feu? Ou bien ils n'ont pas menacé ces gens-là pour dire si vous n'avouez pas, pour dire que c'est vous, on va neutraliser petit à petit vos familles. Est-ce que ce n'est pas sous la torture que ces gens-là ont avoué ce qu'ils n'ont pas fait? Parce qu'il n'y a plus de questions à se poser. Si Alassane peut influencer dans ces pays à 8000 km de la Côte d'Ivoire, mais imaginons, les juges, la justice ivoirienne qui est à côté de la cour d'Alassane, imaginons comment l'influence va être grandiose. Voilà pourquoi je condamne cela. Je n'aime pas ça. Quand c'est comme ça, ils vont dire que la Côte d'Ivoire est un pays voyou. Mais ça montre la voyousie de notre pays à l'humanité tout entière. Ce n'est plus de la justice. C'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et on comprend les Soro Guillaume lorsqu'ils disent qu'ils allaient partir, mais il faudrait que tout soit réuni. C'est parce qu'ils craignent la justice ivoirienne. Ils savent que s'ils vont, mais dans tous les cas, ils vont les condamner. Même s'ils prouvent par A plus B qu'ils sont innocents, ils vont les condamner parce qu'il y aura une influence, un appel qui va quitter au sommet du gouvernement ivoirien pour demander l'ordre aux juges de les condamner. Et ils vont le faire parce qu'ils le savent. S'ils ne le font pas, mais ils seront matés. Ils seront aussi condamnés, ils seront arrêtés. Ou bien ils vont perdre leur poste. Donc pour ne pas perdre leur poste, ils sont obligés d'exécuter.
On ne peut pas être dans un État comme ça. Ce n'est pas un État équilibré. Ça devient un État voyou. Et moi, je dénonce ça. C'est un côté justice qui n'est pas bien en Côte d'Ivoire. Côté juridique, le système judiciaire est mauvais, est archaïque, est tordu, est penché en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un bon système juridique. Il faudrait que ça soit remplacé. Il faudrait qu'on revoie les normes juridiques en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on revoie tout. Parce que tous ces condamnés-là qui sont dans les différentes prisons, on doit se poser des questions. Est-ce qu'ils sont réellement responsables? Est-ce qu'ils n'ont pas manipulé la justice ivoirienne pour condamner des innocents? Est-ce qu'ils n'ont pas influencé certains innocents de dire des bêtises qu'eux-mêmes ils n'ont pas fait? Pas peur de se voir mourir. Donc on doit se poser des questions. Donc la justice ivoirienne est discréditée aux yeux du monde entier. Parce que lorsque le président ivoirien influence la justice internationale, c'est qu'on doit conclure que la justice nationale elle-même, elle est influencée à longueur de journée. Elle est influencée. Parce que qui peut empêcher Alassane d'influencer la justice nationale? S'il a la capacité d'influencer la justice internationale, en Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Et donc, si quelqu'un se trouve ailleurs, on vient l'amener en Côte d'Ivoire, il va dire non, 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 la justice de mon pays, ça, ce n'est pas une bonne justice. C'est une justice qui est influencée à longueur de journée. Des gens donnent des ordres aux juges qui oublient le droit et qui font n'importe quoi. Ils ont politisé la justice ivoirienne. C'est ça le rôle d'un cyberactiviste. Il faut dénoncer. Parce que le fait de soutenir, tu peux soutenir les bêtises juridiques, il n'y a pas de souci. Mais le jour, cette même justice va frapper un membre de ta famille, un cousin, une cousine, ou bien un frère direct, c'est ce jour-là tes yeux vont s'ouvrir. Quand tu vas crier, c'est là d'autres vont apprécier ça pour dire c'est bien qu'ils l'ont condamné. Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas bien, ils ne t'ont pas soutenu pendant ce temps. Lorsque ça frappait les innocents, tu étais d'accord avec ça. On dit quand Cra pleure, n'oublie pas aussi que Cro va pleurer un jour. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Au moins, il faut faire semblant d'avoir une justice équitable. Mais lorsque la flagrance est au grand jour est dévoilée comme ça, c'est anormal. Mais le président ivoirien, il est là à humilier le peuple ivoirien. Quelles sont ces manières-là? Il est là à humilier le peuple. Il vient devant la presse, il dit autre chose et il envoie des... C'est une humiliation totale. Mais comment les gens ils vont voir Alassane? Ils vont dire, mais voilà un président menteur, un clown. Mais ils vont le traiter comme ça. Mais vous pensez que cela honore les Ivoiriens? Mais à la seule pays, c'est le monde entier qui suit le procès. Même en Chine, les gens ils regardent ça alors. Donc il ne faudrait pas que le président ivoirien il ridiculise la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'il montre aux gens qu'on parle de la justice, mais ce qu'il vient de faire, ça montre l'incapacité de la justice ivoirienne. On va aussi se poser des questions. Les 20 ans qu'ils ont fouetté à Blé Goudé en Côte d'Ivoire, les 20 ans qu'ils ont fouetté à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on peut remettre ça en question. Puisque c'est une justice nationale qui les a condamnés. Et Alassane, il prend sa connaissance en tant que pouvoir de chef d'État et il veut aussi que la justice internationale condamne ces gens-là. Pendant ce temps, celle-ci dit qu'elle ne dispose pas de preuves concrètes pour les condamner. Mais Alassane dit non, 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 condamnez-les. Donc, imaginez en Côte d'Ivoire, si on les a condamnés là-bas à 20 ans, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Mais le gouvernement a décidé et a demandé aux juges de Côte d'Ivoire de les condamner quand même. Vous comprenez? Et l'article que Maître Ondry a lu hier, c'est clair. On dit on peut juger par contumace. Lorsque la personne, on appelle la personne et que la personne ne vient pas sans argument valable, là on peut juger la personne par contumace. Mais est-ce que Blé Goudé n'est pas venu suite à des arguments inexplicables? Eux-mêmes ils savent, c'est pas eux qui l'ont amené là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont amené là-bas. C'est pas eux qui ont demandé à Fatou Bensouda de demander aux gens de conditionner leur liberté. Des gens qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent rien faire. C'est le gouvernement ivoirien qui a demandé ça. Maintenant, vous les jugez, vous dites qu'ils ne se sont pas présentés par des arguments invalides, par des preuves et trucs. Mais quel est cet amateurisme? Et donc, la justice ivoirienne, vous avez ridiculisé la justice ivoirienne dans la CPI hier.
Mais quand on lit les articles et on voit le comportement des juges de Côte d'Ivoire, mais c'est en contradiction totale. Donc dès lors, on peut les mettre en question. Parce que leurs propres articles qu'ils ont votés au sein de l'Assemblée nationale, c'est que ce bouquin-là, tous les juges de Côte d'Ivoire disposent de ça. Ils ont étudié là-dedans, ils ont lu, ils savent ce que c'est. Que des arguments invalides, des preuves inexplicables. Mais lorsqu'ils ont ouvert ce document, ils ont regardé là-dedans, ou bien ils ne comprennent plus français. Le français a voyagé en Côte d'Ivoire maintenant. Ils n'ont pas compris ce que l'article veut dire. Et ils jugent ces gens-là, ils disent non, ils ne se sont pas présentés, donc on va les juger pour les condamner. Parce qu'ils n'ont pas expliqué pourquoi ils ne sont pas venus. Mais est-ce qu'ils sont normaux ces juges ivoiriens? Voilà pourquoi on dit qu'il y a eu la politique au sein de la justice ivoirienne. Donc s'ils ont été condamnés, ils n'ont pas été condamnés sur la base juridique. Ils ont été condamnés sur la base politique. La différence est que c'est Alassane lui-même qui n'a pas pris la décision pour dire condamner-les au sein de la justice. Mais il était caché derrière les juges pour demander aux juges de les condamner dans le but de protéger son nom. Et c'est ce qui s'est passé à la CPI. Par avocats interposés qui vont dire qu'ils sont amis de la cour sous prétexte qu'ils sont venus apporter des preuves remarquables tout en exigeant de condamner Gbagbo et Blé Goudé. On dit, mais qui vous envoie? Il dit, non, c'est Ouattara qui les a envoyés. Ouattara, on montre une vie. Ouattara dit, je n'ai pas envoyé ces gens-là, ce sont des imposteurs. Quelle est cette contradiction? Et en Côte d'Ivoire, personne ne porte plainte. Or, si c'était un simple citoyen ivoirien qui mentait sur Alassane, Abdou Richard allait porter plainte. Il allait dire, il a la recherche, un mandat d'arrêt contre ce dernier. Je vous dis, si c'était un simple citoyen ivoirien qui faisait cela, allait mentir sur Alassane, Abdou Richard allait porter plainte pour dire qu'ils ont atteint à l'intégrité de l'État ivoirien. Mais comme ce sont les juges du gouvernement ivoirien, ils ne portent pas plainte. Parce qu'ils savent que, oui, c'est Alassane qui les a envoyés. Donc, dès lors qu'il n'y a pas eu de plainte contre ces soit avocats déguisés en amis de la cour, qui disent aux gens que c'est Alassane qui les a envoyés, il n'y a pas eu de plainte, c'est que les faits sont avérés, c'est que c'est Alassane lui-même en personne qui envoie ces gens-là pour demander à la cour de les maintenir là-bas. Donc moi, je demande à tous les militants du RADP, si vous êtes honnêtes, je dis bien si vous êtes honnêtes, vous qui êtes là, ou bien vous qui n'êtes pas militant, vous qui faites partie de la société civile, si vous êtes honnête réellement, et que vous êtes animé d'un esprit de bon sens, vous êtes animé de personnes qui militent pour le droit, pour le bien-être de l'être humain dans la société, vous devez être contre ce que Alassane vient de faire. Laissez la justice, vous dites, il y a la justice, mais laissez la justice faire. Mais pourquoi vous déportez la politique ivoirienne au sein de la justice internationale? De la manière dont cette politique a été injectée au sein de la justice nationale, vous prenez encore ces bêtises-là pour envoyer ça à l'international. Pour humilier la Côte d'Ivoire. Pour humilier, dénigrer les Ivoiriens, parce que c'est ce qu'Alassane vient de faire. En train de dénigrer les Ivoiriens, dénigrer les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire, humilier, tordre le cou à la justice ivoirienne et le visage de tous les Ivoiriens. Quel est ce comportement moribond? C'est un citoyen, simple citoyen qui devrait se comporter comme ça. Mais un président de la République qui se comporte comme un voyou. Mais ça doit prendre fin à un moment donné. Ce sont les petits Noussi d'Adjamé, d'Abobo là, qui doivent se comporter comme ça. Et non un président de la République, il doit être un exemple. Mais quand on parle de Gbagbo, on dit c'est un farinier. Il roule les gens dans la farine. Mais Ouattara, ce qu'il fait là, est-ce qu'il est différent des trucs d'un boulanger? Est-ce qu'il est différent d'un boulanger? Mais c'est la même famille. Eux tous, ils travaillent dans la boulangerie là. Gbagbo et Ouattara, c'est même aux sauces là. Parce que ça, c'est, il vient de rouler le monde entier dans la farine internationale. Dans une farine nationale et internationale. Parce qu'il a prouvé aux yeux du monde que c'est un menteur. Il a menti. Et quand c'est comme ça, on doit le dénoncer. On ne doit pas couvrir quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est comme si tu as ton enfant, il fait des dégâts au dehors.
On vient te le dire et puis tu dis, oh, foutez-moi le cas. Tu défends l'enfant et puis tu humilies les autres, tu te bagarres les autres. Non. Un vrai père, lorsque ton fils ou bien ta fille déconne, il faut redresser ce dernier ou cette dernière. C'est ça, on dit, tu donnes un bon exemple à tes enfants. Tu les éduques. Parce que s'ils font de mauvaises choses et puis tu prends toujours position pour eux, tu ne les redresses pas, le jour ils vont grandir. Ils vont finir leur vie en prison. Ils vont finir leur vie en prison parce que tu as passé ton temps à leur donner un mauvais exemple. Donc ils vont penser que tout ce qu'ils feront, ça va être bien. Papa va soutenir ça. Ils vont aller tuer des gens. Ils vont aller braquer. Ils vont aller faire n'importe quoi, violer les gens. Et ils vont se retrouver dans une prison à perpétuité. Un père, c'est celui qui redresse son enfant. Lorsque l'enfant déconne, il doit être à mesure de redresser ce dernier. Pour dire, je ne t'ai pas enseigné ça. Voilà comment tu dois marcher dans la société. Voilà comment tu dois respecter les gens. Comment tu dois te comporter. C'est comme ça le rôle d'un père. Mais un père de la nation qui a pris, parce qu'Alassane, il est le père de la Côte d'Ivoire. Lorsque tu deviens le président de la République, de tout un peuple, ça veut dire que tu es le père de ce peuple. Et donc, si toi, le père de ce peuple, tu prends le mensonge à travers l'humanité tout entière, où le monde entier découvre que tu es un menteur. Mais comment tes enfants vont se comporter? Mais eux aussi seront des petits menteurs, des gros menteurs. Si toi, le père, tu prends l'audace pour être un manipulateur de la justice nationale et internationale, mais tes enfants, ils vont prendre quel exemple? Il n'y aura jamais une bonne justice. Oh, vous parlez de l'émergence. Mais parlons-en. L'émergence, ça veut dire quoi? On ne merge pas sur une partie. On émerge partout. Lorsqu'on veut conduire son pays dans l'émergence, mais il faudrait que la justice aussi, elle soit émergente. Il faudrait aussi que l'économie soit émergente. Il faudrait aussi que la défense soit émergente. Il faudrait aussi que le système sanitaire soit émergent. Il faudrait, dans tous les domaines, ça doit être émergent. Mais lorsque la justice est torpillée et se retrouve dans les années 1900, on ne parle plus de l'émergence. On parle de la caïgence, n'importe quoi. Et quand on vous dit, on dit l'alcool a pris, ce n'est pas une question d'alcool. C'est ceux qui le disent, c'est ceux-là qui sont analphabètes, des personnes irréfléchies, des personnes malades qui essaient de fermer les yeux sur certains faits parce qu'ils aiment Alassane. Et donc, ils bafouent le droit. Moi, c'est l'idéologie d'Alassane que j'aime pour la construction. Mais lorsque son idéologie dans le système juridique est mauvais, je dois le dénoncer. S'il se comporte comme un voyou, on doit le traiter comme un voyou. Lorsque tu vois un voleur qui vole, mais qu'il soit ton frère, tu vas dire que tu es un voleur. Qui n'a jamais dit à l'un de ses proches qui aurait commis un tel acte, qui ne lui a pas traité de voleur? Ton ami, il te vole, mais tu lui dis que tu es un voleur. C'est ce qu'il est, c'est son identité. Parce qu'il a commis l'acte. Tu poses un acte de voyou, ils vont t'appeler voyou. C'est ce que tu es, c'est ce que tu... La personne, c'est l'esprit qui t'anime là. C'est le nom de cet esprit qu'on t'attribue. Donc si Alassane s'est comporté comme un voyou, on doit l'appeler voyou. Le jour il va se comporter bien, mais on va l'appeler quelqu'un qui est exemplaire. Un homme bien, c'est comme ça. Laurent Gbagbo hier avait traité il avait roulé les gens dans la farine, on l'appelait boulanger, non? C'est parce que il avait roulé Gueï Robert dans la farine. Voilà pourquoi le nom boulanger est sorti. Et c'est Gueï même qui avait fait sortir ce nom. Aujourd'hui, les gens disent c'est un boulanger, le boulanger de maman. Donc aussi, Alassane, il se comporte comme un boulanger de Congo. S'il se comporte comme un boulanger de Congo, il se comporte comme un voyou de Congo, mais on doit l'appeler voyou de Congo. Il faudrait que les gens le sachent. Et là, si Gbagbo était responsable des morts, de 3000 morts ivoiriens, et que la justice le condamnait, mais la Cour pénale internationale va être discréditée aux yeux du monde entier. Ils vont dire non, ça c'est la politique, c'est Ouattara qui a demandé qu'on les condamne. Ce n'est plus une question de mort. Mais c'est clair. Donc la Cour pénale est obligée de la libérer. C'est une obligation. Parce que si elle voulait suivre réellement la justice, pour les condamner, sur les faits, les gens diront que c'est Alassane qui a demandé qu'on les condamne au nom de la politique. Donc ils ont été condamnés suite à l'ordre venu d'Abidjan, au sommet de l'État abidjanais. Donc, du coup, au sommet de l'État ivoirien plutôt. Donc, du coup, ils ont été condamnés sous l'ordre des présidents ivoiriens.
d'Alassane Ouattara. Puisqu'ils ont été acquittés. Et donc, si la justice doit suivre son cours, ce n'est pas une petite justice. Dans cette justice-là, il y a des Africains, des Européens, il y a le noir qui était là hier, c'est un Africain. Là. Il y a des Européens, il y a des Américains. En tout cas, tout le monde, tous les continents se retrouvent au sein de cette justice. Même la majeure partie des continents qui sont sur cette planète Terre se retrouvent au sein de cette justice. Donc, ce sont des gens compétents qui jugent. Maintenant, si les gens compétents jugent, et puis ils disent que les preuves sont insuffisantes, ils ont délégué des gens pour aller sur le terrain, pour faire des enquêtes. Même les membres de l'ONU qui étaient présents en Côte d'Ivoire sont venus, ils ont témoigné, on dit, ce que vous dites là, ça ne concorde pas. Il n'y a aucun fait réel. Mais il y a eu des membres de l'ONU, des membres de certaines ONG qui se sont représentés à la barre de la CPI. Malgré leurs propos, malgré ce qu'ils ont, on dit non, vous avez falsifié des documents. Ils les ont attrapés parce qu'il y a aussi des experts. Et parmi les victimes qui ont vécu les faits, hein, des témoins oculaires, des personnes qui étaient sur le terrain. Mais ces personnes viennent et disent n'importe quoi. C'est qu'elles-mêmes, elles ont rencontré dans leur rapport, truc pour donner à la CPI. Lorsqu'on leur pose des questions, ces personnes disent autre chose. Il y a d'autres qui ne connaissent pas leur village. On dit tu es quitté où en Côte d'Ivoire? J'ai oublié le nom de mon village. Et ton propre nom, j'ai oublié mon nom. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un qui oublie son nom, qui oublie le nom de son village, il est quoi? Il est revenant, il est quitté au ciel pour tomber. On ne comprend plus. Les gens ont conclu que non, il n'y a pas de preuves fiables. Donc on acquitte ces gens, on ne peut pas les maintenir suite à des manques de preuves. Et Alassane dit non, condamnez-les. Donc ça ne devient plus une question de justice, ça devient maintenant une question politique au sein d'une justice dite internationale et impartiale. Et donc si cette justice parvenait à les condamner, les gens diront que c'est la politique qui les a condamnés. Donc Alassane lui-même, il est là à discréditer la justice internationale. Non seulement, il est là à mettre en mal cette CPI à laquelle il a eu confiance pour les amener là-bas. Il est là à mettre en mal la procédure qui se passe à la CPI. Parce que s'ils étaient coupables, ils ne vont plus les condamner. Ils vont dire l'humanité nous voit. Si on les condamne, ils vont dire ah, la CPI maintenant fait la politique. Ah oui, parce que tout le monde sait. Au moment où il y a la politique qui se déporte là-bas, mais la CPI serait obligée de les libérer pour avoir la tête haute. Elle ne peut plus les condamner. Parce que les condamner, ça veut dire que la CPI fait la politique. Donc les grandes puissances déjà qui contestent cette juridiction, Israël, Amérique et d'autres, la Russie qui conteste déjà cette justice, ça va encore empirer les choses pour dire on vous avait dit. Ce n'est pas une justice, c'est un club politique où ils ont déporté des petits juges ou bien des grands juges pour faire la politique d'Alassane et des Occidentaux. Et donc certains pays africains verront la magouille de la CPI. Et quand c'est comme ça, la CPI est obligée de la libérer. Voilà sur quoi je m'appuie et je dis que Gbagbo et Bré vont être libres. Certes, ils vont retarder leur truc, leur libération. Mais le pire, encore, lorsque le journal Patriote dit qu'ils ne vont pas les libérer avant le 21 octobre, ça veut dire, si la CPI marche sur cette démarche, ça va encore discréditer la CPI. Pour dire, donc, vous faites maintenant la politique, vous voulez les maintenir là-bas pour que les élections passent avant de les libérer. Donc, vous voyez, quand les avocats d'Alassane disent que non, maintenez-les là-bas avant les élections, et il y a une avocate des familles des victimes dit que si vous laissez Gbagbo, il risque de gagner les élections. Et s'il gagne les élections, il va menacer les victimes, les familles des victimes ou les témoins. Donc, cela veut dire tout simplement, il ne s'agit plus il a tué ou bien d'un assassin. Il s'agit maintenant d'un truc politisé, d'un procès politisé. Donc cela veut dire quoi? Les familles des victimes viennent pour lutter au nom du maintien d'Alassane au pouvoir. Parce que quand ils disent non, s'il vient, il va gagner les élections, ça veut dire quoi? Donc pour ne pas gagner les élections, maintenez-le. C'est ce que c'est. Ne le laissez pas parce qu'il risque de gagner les élections. Donc maintenez-le pour ne pas qu'il gagne l'élection. Ça veut dire que ces gens-là viennent lutter pour qu'Alassane soit au pouvoir. Ils ne viennent pas lutter pour parler des morts. Ils ne viennent pas lutter pour que la justice soit faite. Au nom de tous ceux qui sont tombés. Ils viennent pour lutter pour qu'Alassane soit au pouvoir. Voilà la vérité. Et donc les gens doivent voir cette vérité en face. Ne soyons pas hypocrites.
Ne soyez pas hypocrite. Donc, que ce soit les avocats des familles des victimes, que ce soit les avocats qu'Alassane a envoyé là-bas hier, c'est des gens qui ont hier politisé la cour. Ils ont politisé la cour. Donc on ne le laissait pas parce que s'il vient, il va gagner. Ça, c'est un argument. Est-ce que c'est un fait? Ce fait n'est même pas avéré. Ce n'est pas un argument convaincant. Donc on ne voulait pas qu'il gagne l'élection, maintenez-le là-bas. Parce qu'il est influent. Regardez-moi des conneries. Donc tous ceux qui sont influents dans le monde, on doit les maintenir en prison. Mais quelles sont ces bêtises-là? Il est influent parce qu'il est influent. Il y a des gens qui croient en lui. Est-ce qu'Alassane n'est pas influent? Alassane est influent. Bédi est influent. Blé Goudé est influent. En dehors d'eux, il y a d'autres encore qui sont influents. Donc, être influent est synonyme d'être maintenu loin des lieux où tu es influent. Mais quelles sont ces bêtises-là? Arrêtez ça quand même. Donnez la liberté, parce que la CPI a déjà discrédité, hein, le monde entier regarde. Ce que vous avez fait, cette danse des sorciers que vous avez fait à la CPI hier, ça démontre que c'est un procès politique. Et pour que la CPI sauve son visage, elle est obligée de la libérer. Pour ne pas que les gens disent que non, elle a fait la politique. Eh oui, parce que vos arguments ne tiennent pas. Et c'est sur ça les gens ils regardent maintenant. Parce que cette idéologie est partie déjà loin. Si elle condamne Gbagbo et Blé, ils vont dire ils ont politisé. Si elle maintient encore ces restrictions envers ces deux personnes, ils vont dire encore c'est la politique. Que la CPI obéit Ouattara. Donc la CPI est dans un dilemme. Parce qu'il n'y a pas de base juridique qui leur demande de maintenir toujours ces restrictions. Tout simplement, ils mettaient ces restrictions parce qu'Alassane a demandé qu'ils mettent ça. Donc, si ils obéissent à Alassane, c'est que c'est un procès politique. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils seront obligés de la libérer. Ils seront obligés de leur donner la liberté pour ne pas qu'on dise que la CPI est influencée par Alassane Ouattara. Dans le cas contraire, si elle mettait cela, ils vont dire c'est Alassane qui donne des ordres au sein de la CPI. Et donc, il leur donne des milliards pour les influencer. Donc, les juges et procureurs qui y travaillent, ce sont des imposteurs, des gens corrompus et qui font la politique et qui ne font plus le droit, qui ne disent pas le droit. Voilà ce que les gens ils vont constater. Donc Alassane lui-même, il a torpillé le procès, il a vendu le procès. Et donc s'ils sont libres demain, les victimes des familles ivoiriennes doivent s'apprendre à Alassane et non à Gbagbo et Blé Goudé. Je vous dis, s'ils sont libres, ou bien on lève leurs restrictions, toutes les familles des victimes de Côte d'Ivoire devraient s'apprendre à Alassane et non à Gbagbo et Blé Goudé, parce que c'est Alassane qui a manigancé tout ça, c'est Alassane qui a tordu la justice internationale, il a tordu le bras à cette justice. Donc au nom d'Alassane, les gens ils vont voir la politique là-dedans. Donc la CPI est condamnée à la libérer. Pourquoi le gouvernement se comporte comme ça? Pourquoi le gouvernement ivoirien s'est comporté comme ça hier? On dit un procès à la justice, ce n'est pas au président, même les présidents européens. Lorsque la justice poursuit Nicolas Sarkozy, vous avez déjà vu Macron envoyer des avocats pour dire maintenez Nicolas Sarkozy là-bas. Quand on lui dit, il dit la justice va suivre son cours. La justice va faire. Moi, je ne méprise. Et c'est comme ça, un président mature, il doit faire. Quelqu'un, même si en bas ils envoient des gens, mais au grand jour, tu ne dois même pas le dire. Tu ne dois pas envoyer des gens qui vont venir. C'est lui-là qui nous a envoyé. C'est le président. C'est de l'amateurisme. Ça fait enfantin. C'est enfantin. C'est jeu des gamins. Et c'est ce qu'Alassane a fait hier. Ils ne sont même pas professionnels. Ils ont délégué une équipe des amateurs là. Et ces gens ont vendu le... Mais c'est fini. Ils ne pourront plus être condamnés. Donc, victimes de Côte d'Ivoire, les familles. Ne vous apprenez pas à Gbagbo et Blé. Apprenez-vous à Alassane Ouattara. Il est à la base de ça. Donc, la haine que vous avez contre Gbagbo et Blé là, mettez ça contre Alassane.
et son gouvernement, ainsi que ses avocats qu'ils ont envoyés là-bas. C'est eux qui ont contraint la CPI à ne plus aller jusqu'au bout. C'est eux qui ont contraint la CPI à ne plus parler du droit. Donc la CPI sera obligée de les libérer, que vous voulez ou pas. C'est un fait. Et c'est ce constat que j'ai fait. La CPI est contrainte de les libérer. Pour ne pas que demain les gens disent qu'Alassane leur avait donné des ordres et qu'ils ont respecté les ordres du gouvernement ivoirien pour condamner Gbagbo et Blé-Goudé, pour écarter ces deux personnalités de la scène politique ivoiro-ivoirienne. Donc elle sera obligée de les laisser. Pour ne pas qu'on dise que la CPI travaille au nom de la politique ivoirienne et que Alassane leur donne des milliards. Parce que cette histoire de milliards avait apparu dans leur revue de presse et que les gens disaient qu'Alassane donnait des milliards à Fatou Bensouda. Et donc, cette affaire qui vient de s'éclater, parce que les gens disaient qu'Alassane envoyait, le gouvernement ivoirien envoyait des courriers pour demander au juge ou au procureur de maintenir Gbagbo et Blé. Des gens disaient que non, Alassane ne peut jamais faire ça, que ce sont des mensonges. Ah oui, beaucoup m'ont dit ça. Hein? Beaucoup m'ont dit qu'Alassane ne peut jamais faire ça, que ce sont des mensonges. J'ai causé même avec Gouza Naounou. Elle m'a appelé. Elle m'a dit Alassane ne peut jamais faire ça, que ce sont des mensonges. J'ai causé à d'autres personnes qui m'ont dit Alassane ne peut jamais faire ça, que ce sont des mensonges. J'ai dit ok. Mais ce qui vient de se passer hier, ça veut dire c'est eux-mêmes qui étaient ignorants sur ces faits. Et qu'il y a longtemps, Alassane envoyait des courriers. Et que ce que les gens disaient, on dit là, c'était vrai. C'était pas on dit, mais ça devient maintenant des faits avérés. Ça devient maintenant une réalité parce que hier, c'était au grand jour. Ce n'était pas un petit courrier. Ce n'est pas un journal qui a dit ça pour que les gens puissent dire, bon, c'est faux, ces journalistes, ils disent n'importe quoi et n'importe comment. C'est des gens en personne, on les a vus à l'écran direct. Et Alassane lui-même en vidéo. Donc, ce n'est plus un fait monté de toutes pièces. C'est un fait réel avéré. Puisque les gens envoyés par Alassane eux-mêmes devant les médias internationaux, ces gens-là ont avoué ouvertement que c'est Alassane qui les a envoyés. Donc, il n'y a plus de contestation. Et comme le gouvernement ivoirien n'a pas porté plainte contre M. Abdou Richard, n'est pas sorti pour dire vous mentez, et que vous dénigrez le président, et que c'est une atteinte à l'intégrité territoriale, ou bien à une atteinte à la personne du président d'Alassane, donc on porte plainte contre vous, et tout, s'il n'y a pas de plainte, c'est que Alassane les a envoyés. Donc cela veut dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le début, il y a eu toujours la politique là-dedans. Depuis le début, c'est qu'Alassane, il n'était pas préoccupé par les gens qui sont morts, il était préoccupé par son pouvoir. Il ne veut pas qu'il y ait un opposant fort au pays pour qu'il y ait le champ libre pour faire ce qu'il veut. Donc il se cache derrière une histoire de victimes pour maintenir les gens là-bas en envoyant des courriers ou en finançant les procureurs ou juges de la CPI. Voilà ce que cela veut dire. Donc la vérité a apparu au grand jour. Ce n'est plus un procès pour les morts, c'est un procès pour qu'Alassane soit au pouvoir pour ne pas être inquiété. Donc on peut remettre en question si cette histoire d'écoute téléphonique de Soro Guillaume qui dit non c'est un piège. C'est Alassane qui a envoyé des gens, comment on les appelle, des gens, des espions pour le piéger et tout. Mais on peut se poser aussi des questions. Bien vrai que je déteste Soro, mais un bon citoyen qui réfléchit, voyant ce qui vient de se passer là, il doit se remettre en question. Est-ce que réellement ce que Soro a dit que ces espions avaient été envoyés par le gouvernement ivoirien et que ces écoutes datent de 2017, est-ce que ce ne sont pas des faits avérés? Est-ce que Soro ment? Entre Soro et Ouattara, qui ment? Parce que Soro a dit que ça date de 2017. Le gouvernement ivoirien n'a pas démenti pour dire que ces faits datent de 2019. Abdou Richard dit que l'écoute vient d'arriver, de lui être parvenue. Donc ça veut dire que ces écoutes existaient peut-être, mais les services secrets ivoiriens cachaient ça. Pour faire sortir ça en 2019, pour faire fuir Soro. Comme ça en 2020, il n'aura pas
un opposant vrai en face d'Alassane, comme Bédié lui-même, il n'est pas un vrai opposant, comme ça il aura le champ libre en disant qu'on frappe dès le premier tour. Est-ce que ce n'est pas cette inquiétude qui inquiète Ouattara? Pour chasser Soro, ce n'est pas ce qui inquiète Ouattara pour dire qu'ils n'ont qu'à les maintenir à la CPI. Est-ce que c'est une histoire de mort? Voilà. Donc il ne s'agit plus de la justice à la CPI. Il s'agit de la candidature de Ouattara et de son métier au pouvoir. Voilà, c'est ça le vrai problème. Parce que Soro dit que c'est en 2017 ça s'est passé. Il n'y a pas eu de mandat d'arrêt jusqu'en 2019. Fin 2019, pour mandat d'arrêt. Soro dit non, c'est un complot. Nous on a dit Soro, on t'a entendu. Dans cette bande, tu as parlé. Donc ce n'est pas un complot, tu es responsable. Alassane, il dit devant la presse internationale que lui n'a rien à voir dans la justice et que tant. Et il envoie des gens pour dire qu'ils n'ont qu'à les maintenir là-bas, il ne faut pas, ils vont venir pour semer le désordre. Et d'autres disent s'il vient, il risque de gagner les élections. Et s'il gagne, il ne va plus se présenter à la CPI. Donc on maintenait là-bas. Donc on comprend que l'enjeu est un enjeu politique. Ce n'est plus une histoire de victimes. Des gens sont morts en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus ça. Alassane se défend pour rester au pouvoir. Il se défend pour que le RADP reste au pouvoir. Et non, il ne fait plus la justice sur des gens qui sont morts. Donc, pour ne pas dire ça au grand jour, il est obligé de dire les victimes. Gbagbo est responsable, il a tué. Mais il a tué, on dit, il n'y a pas de preuves. Et pour leur métier au truc à la CPI, ils disent non, s'ils viennent, ils risquent de gagner l'élection. Maintenez-les là-bas, ils risquent de semer des troubles. Ils ont des tuyaux mafieux qui vont leur permettre de fuir. Et bien, ces arguments inventés de nulle part pour faire croire à ces juges-là que oui, Gbagbo et Blé Goudé sont réellement un vrai danger au pays. Or, pourtant, Ouattara, il lutte pour son métier au pouvoir. Voilà l'enjeu politique. Et donc, le côté Soro Guillaume aussi, on doit se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas la politique? Est-ce que Soro Guillaume n'inquiétait pas Ouattara? Est-ce que c'est pas ça qui a poussé Ouattara à déclencher cette histoire d'écoute téléphonique? Est-ce que réellement Soro Guillaume, quand il dit qu'il allait dire ça en personne à Alassane, que voici ce qui s'est passé, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Nous n'en savons rien. Qui de Ouattara et de Soro ment, on ne sait pas. Parce que tous les deux, on constate qu'ils sont des menteurs. Donc quand Ouattara, il ne demande pas ce que Soro dit. Et que quand Soro parle, on ne sait pas qui dit la vérité, mais en tout cas, tous les deux, ils mentent. C'est des menteurs. Parce que personne ne peut me dire que Ouattara ne ment pas. Quand il a dit devant la presse que lui, il ne s'ingère pas dans la justice et qu'il envoie des gens, c'est que ça veut dire que c'est un gros menteur. Mais un menteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit je n'ai pas fait ça et puis on constate que oui, c'est lui qui avait fait ça. Donc il a menti, il n'a pas été sincère. C'est ça, on dit un menteur. C'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui dit le contraire. Et avec le temps, on découvre que c'est lui qui avait fait ça. Donc il a menti. Donc il a été attrapé. Ils ont découvert ces mensonges. Donc on appelle ce dernier un menteur. Et comme Alassane ment, Soro Guillaume ment, on ne sait plus qui a raison. Est-ce que c'était un piège? Est-ce que ce n'était pas un piège? On ne sait plus. Mais en tout cas, on doit se mettre en question pour se demander réellement. Entre Alassane, qui des deux ment sur l'autre? Est-ce que le mandat d'arrêt qui a été porté lancé contre Guillaume Soro, est-ce que c'est un mandat d'arrêt politique? Et si oui, pourquoi Alassane lance un mandat d'arrêt politique? Est-ce qu'il a-t-il peur de Soro Guillaume? Est-ce qu'il a peur que Soro Guillaume divise les militants du RADP pour les ramener dans le camp de l'opposition? Est-ce qu'il a peur de Soro Guillaume d'aller battre campagne avec les membres du RADP sur le même terrain ivoirien pour essayer de convaincre? Est-ce qu'il a peur de convaincre beaucoup de militants par rapport à ceux que Soro Guillaume va convaincre le jour J? Est-ce que Ouattara a peur? Est-ce que c'est ce qui a poussé Alassane à lancer ce mandat d'arrêt pour écarter Soro, pour lui dire fous-moi le camp? Et laisser Bédié, sachant bien que Bédié, ce n'est pas quelqu'un qui peut tenir. Est-ce qu'il a peur de la présence de Gbagbo et Blé Goudé, qui lui-même, il sait que Blé Goudé est quelqu'un qui sait mobiliser la foule? Il sait que si jamais il accompagne que Blé Goudé descend sur le terrain, les gens risquent de balancer du côté de l'opposition, même si Gbagbo n'est pas candidat, Blé Goudé n'est pas candidat, et qu'il présentait un candidat quelconque, et que ces deux-là descendent dans les rues de la Côte d'Ivoire pour battre en campagne, pour demander aux Ivoiriens de voter lui qu'ils vont présenter comme candidat, les Ivoiriens, une grande partie des Ivoiriens risquent de voter ce dernier. Est-ce que c'est ce qui fait peur au pouvoir? Donc c'est ce qui leur pousse à demander aux gens de les maintenir là-bas pour ne pas semer le désordre.
Est-ce que c'est le désordre qui fait peur à Alassane? Est-ce que ce n'est pas une histoire de victoire? On peut perdre le pouvoir qui leur fait peur? Est-ce que ce n'est pas la plateforme qui est là se former qui leur fait peur? Voilà les vraies questions que les gens doivent se poser. Donc si c'est ce qui leur fait peur, alors en la CPI, il n'y a plus de justice. Ce n'est plus une question de qui est mort. Et donc, non, 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 c'est une question de politique. Alassane veut être au pouvoir. Voilà pourquoi il fait tout pour ne pas que Gbagbo. Ils savent que Gbagbo, Gbagbo et Bleu ont été déjà acquittés. Mais ils font tout ça pour ne pas qu'ils reviennent. Eux, ils veulent faire leur élection. Parce que sans Soro, sans Gbagbo, sans Bleu Goudé, le RADP gagne dès le premier tour. C'est ça qui est clair. Donc, s'ils sont interdits de parler de la politique, ils ne pourront pas donner un mot d'ordre pour dire voter tel candidat. Donc, du coup, il y aura cette campagne électorale, mais eux, ils ne pourront pas donner leur avis. Et s'ils ne parlent pas, il y a des Ivoiriens, d'autres vont parler pour dire Gbagbo dit voter, ils vont dire Gbagbo n'a pas encore 10 mots. Nous, on n'a pas vu Gbagbo parler, donc vous êtes des menteurs. Il y aura un débat. Mais si jamais on leur donne la liberté de s'exprimer, et que Gbagbo, depuis sa position, depuis son exil, même si le gouvernement ivoirien refuse qu'il aille en Côte d'Ivoire, depuis son lieu ou bien où il est, il peut lui voter tel client. Et donc, dès que les Ivoiriens entendront et verront Gbagbo en train de donner l'ordre de voter tel candidat, eux tous, ils iront chez ce dernier. Est-ce que c'est ce qui fait peur à Alassane? C'est ce qui l'oblige à dire, il ne faut pas, même ils vont parler de la politique, ils n'ont qu'à les fêter. C'est une histoire politique, ce n'est pas une histoire de six femmes mortes à Bobo. Non, 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 quittez là-dedans. Ce n'est pas une histoire de femmes tuées, c'est une histoire politique. Voilà, le RADP a peur d'avoir un candidat, une opposition forte. Parce que le RADP sait que Gbagbo n'est pas un plaisantin comme Bédier. Il n'est pas un plaisantin comme Bédier. Vous avez vu, depuis le temps qu'ils ont amené Gbagbo en prison et tout, Soro Guillaume était encore avec le RADP. Le RADP n'avait pas encore connu de difficultés. Quand Soro Guillaume s'est écarté, ils avaient commencé à avoir des problèmes. Ils avaient commencé à avoir des problèmes parce qu'ils constataient qu'il y avait maintenant un opposant qui naissait. Quelqu'un qui naissait, qui partait dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont commencé à découvrir un homme qui commençait à sortir du sable, qui voulait maintenant germer au sein de la politique. Ils ont vu, c'est un dangereux. C'est un danger qui est là, en voyant des espions pour le piéger. Mais tout est... Voilà pourquoi hier, dans ma vidéo, j'ai dit les 6 femmes, soit disant elles sont mortes là. Et qu'il peut y avoir une manipulation. Cette histoire de 6 femmes-là, ils pouvaient demander à l'armée ivoirienne, il y avait des soldats qui étaient corrompus là. Ces soldats pouvaient aller tirer sur ces femmes-là sous l'ordre d'un rebelle placé à Bobo là-bas, dans le but d'attribuer ses morts au gouvernement ivoirien. Donc ces manipulations existent. Voilà pourquoi j'ai dit la haine que vous avez de jour en jour, mettez bas la terre et réfléchissez beaucoup. Maintenant, cette histoire de Soro, est-ce que c'est un complot qu'il y a eu? Est-ce que Soro Guillaume, par manque de maturité, est-il tombé dans le piège? Voilà les questions. Peut-être Soro a dit ça et après il s'est rendu compte que c'était un piège. Mais c'était déjà trop tard. Ils ont réussi ces trucs. Voilà pourquoi il s'est précipité. Peut-être s'il dit vrai pour aller voir le président pour dire ah voici, oui ils m'ont piégé, voici ce que j'ai dit, mais je n'ai pas l'intention de le faire. Mais c'était trop tard. Alassane a dit peut-être ok j'ai compris. Mais il attendait Soro Guillaume faiblement dans le tournant. Et donc, en 2019, là, il a trouvé bon de lancer le mandat comme ça, parce que s'il lance le mandat en 2020, ils vont dire non, c'est une affaire politique. Donc, il a préféré lancer ça fin 2019, comme ça, il est écarté. Voilà le vrai problème. Et donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'opposition. Qui peut effrayer Alassane? Qui? Personne. Afi ne peut pas. Bédier ne peut pas. Bon, ceux qui peuvent battre campagne réellement pour les trucs, c'était les Bleu Goudé, c'était les Soro Guillaume, les Kaka. Mais ceux-là, ils sont plus là, ils ne peuvent pas. KKB, ils vont l'étouffer. Voilà, pour lui, c'est un petit problème, ils vont l'étouffer et puis c'est fini. Donc, le RADP gagne haut les mains dès le premier tour en 2020. Cette année-là, le RADP gagne dès le premier tour parce qu'il n'y aura plus de concurrents. Mais s'ils étaient libres pour parler de la politique, mais vous verrez que ça va être difficile aux membres du RADP de gagner dès le premier tour. Parce que si Bleu Goudé, depuis son exil,
donne mot d'ordre à ces gens pour dire votez-moi tant. Il passe sur un plateau de télé pour donner mot d'ordre à ces patriotes, soi-disant, pour dire votez-moi ce candidat. Gbagbo sort ici, il frappe ici sur un plateau de télé, mais vous pensez que les Ivoiriens qui vont voir ces images, ils vont dire le Woody a parlé, c'est lui, on connaît Gbagbo ou rien. Eux tous, ils vont se mettre derrière ce candidat. Et le RADP va avoir des problèmes sérieux. Pour éviter ça, ils demandent à la CPI de les faire taire. Il ne faut même pas, ils vont parler de politique. Il ne faut même pas, ils vont faire la politique, ils n'ont qu'à fermer leur bouche. Voilà, donc c'est une affaire politique. Donc il y a une peur quelque part. Il y a une peur quelque part qui anime le gouvernement. Et ce n'est pas au nom de cette peur, Alassane va torturer la justice ivoirienne. Ce n'est pas au nom de cette peur, Alassane va bafouer le nom de la Côte d'Ivoire, va humilier les Ivoiriens dans leur ensemble, parce que le fait de se comporter comme ça, c'est une humiliation flagrante vis-à-vis du peuple ivoirien. Ils vont nous dire on a un président qui ment. Mais on peut dire quoi devant les Camerounais? On peut dire quoi devant les tri? On va dire à Alassane, ils vont dire un mythomane comme ça, un menteur, un voyou. C'est un boulanger. Mais on peut dire quoi là? Eh bien, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est un menteur, il a menti. Il a menti. Non, quand il ment, on t'appelle menteur. Ah oui. Quand tu es louba, on te voit, on dit tu es un louba. C'est ce que tu es. Mais tu as ton nom, mais en dehors de ton nom, on dit tu es un louba. Mais quand tu fais la comédie, on dit mais c'est un comédien. Mais tu as ton vrai nom, mais c'est ce que tu es, tu es un comédien. Quand tu es un menteur, on dit mais c'est un menteur, c'est ce qu'il est. Il a menti. Et une petite fille de 24 ans, Jennifer Naouri, qui démonte notre président en 10 minutes, qui le fracasse. Et une humiliation totale. Une humiliation totale. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le droit. Elle donne des cours universitaires, des cours de droit en Europe, en France là-bas. Elle donne des cours de droit. La fille, les avocats de Ouattara ont été humiliés. La petite les a démontés, ils n'ont pas pu parler. Eux qui ont 60 ans, 70 ans, hein, ils avaient la bouche, leurs bouches étaient muettes, ils ne pouvaient même plus s'exprimer. Elle a fermé la bouche. Oh, la petite, elle a 24 ans. Elle a eu 24 ans, ça ne fait même pas longtemps. Elle avait 23 ans. Elle n'avait même pas encore 23 ans lorsque, vous comprenez, la petite avait 20 ans quand le procès commençait. 20 ans, mais de la manière elle brillait dans la salle, mais les gens étaient épatés. À 20 ans, elle défiait les vieux avocats d'Alassane. Elle les a défiés, elle a défié les Fatou Bensouda. C'est une fille à saluer. C'est une fille qui maîtrise son domaine. Elle est née pour être femme de droit et elle maîtrise le droit. Elle a l'amour de son métier. C'est ça, on dit quelqu'un. Elle a été formée. Et à son âge, à 20 ans, elle donnait des cours de droit à des gens. Elle a commencé à donner des cours de droit à l'âge de 19 ans. Donc, vous comprenez, cette fille, elle est forte. Elle est un génie. Elle n'est pas humaine. C'est une fille, quand on dit surdouée des gens, elle fait partie de ce groupe. Parce qu'elle a eu ses diplômes. J'ai lu un peu son parcours. Elle a eu ses diplômes en 2007. Donc en 2020, si elle a 24 ans. Imaginez en 2007, elle avait quel âge, mes frères? Calculez. En 2007, si elle a eu son Master 2, en 2007, elle avait quel âge? Nous sommes en 2020, mes frères. De 2007 jusqu'en 2020, il y a eu 13 ans qui se sont écoulés. 13 ans. Vous comprenez? 2007 jusqu'en 2020, il y a eu 13 ans. Donc 24 moins 13, imaginez. 24 moins 13. Vous comprenez que la petite, elle était surdouée. À l'âge de 11 ans, elle avait son master. Vous comprenez que ce n'est pas... Elle n'est pas... On lui a fait sauter les classes. C'est une fille qui est surdouée, c'est une machine. On lui a fait sauter des classes. Elle s'est retrouvée dans des grandes classes. Elle passait les diplômes pendant qu'elle n'était même pas encore arrivée dans la classe où elle devrait être pour passer les diplômes. Mais elle passait les diplômes en avance. Et puis elle avait ses diplômes.
À l'âge de 11 ans, on lui donnait déjà ses diplômes. On lui a donné un trophée. À Paris, ça s'est passé à Paris, on lui a donné un trophée pour ses connaissances en 2007 parce qu'elle a battu le record. Elle faisait la fierté de la France, qui l'a formée parce qu'elle était surdouée et à son âge, ce qu'elle avait eu comme diplôme, elle méritait un trophée. Et puisqu'elle était encore petite, elle était obligée de travailler dans les associations Croix-Rouge et d'autres associations humanitaires. Et c'est suite à ça qu'elle a retrouvé son âge normal pour travailler. Elle a commencé à être professeure pour donner des cours de droit. Au sein de ces cours de droit, elle est devenue députée en France. Elle a été députée. Ça veut dire qu'elle a fait la politique. Et en dehors de ça, elle allait travailler dans le cabinet d'avocat de Maître Artide. Et suite à ça, Maître Artide a eu le contrat pour aller défendre Gbagbo. Et c'est dans ça, Maître Artide l'a envoyé là-bas pour dire, viens m'aider dans cette histoire de dossier qu'ils m'ont confié. Mais arrivé là-bas, mais elle démontre ses capacités. C'est une fille qui est surdouée, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les avocats qui se forment, ça ne va pas. Non, c'est une fille qui avait une capacité depuis qu'elle était bébé. À qui ils ont fait sauter des classes par rapport à ses connaissances. Donc, quand elle est là, elle voit les vieux avocats qui viennent, elle voit des plaisantins. Parce qu'elle-même, elle est née, son cerveau mangeait déjà cette capacité depuis qu'elle était bébé. Donc, elle voit les plaisantins, les avocats, les vieux avocats, à qui ils donnent des milliards de francs CFA pour venir ridiculiser le gouvernement ivoirien, ridiculiser le peuple ivoirien et mettre à jour, à tard, les mensonges du président ivoirien. Mais c'est humiliant. Cette fille, mais elle est génie, ce n'est pas n'importe qui. Vous pensez que devant une telle petite fille, vous allez vous en sortir. Elle est bébé, mais elle a une capacité de frappe très tranchante. Ses idées passent dans sa tête comme une lumière, comme un éclair. Quand elle parle, ça gronde dans la salle, on dirait un tonnerre. Cette fille lanière a les capacités d'être des mentors, des vieux. Elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Donc, quand vous vous trouvez devant cette petite fille, faites attention. Ce n'est pas parce qu'elle est bébé, elle a 24 ans, que vous allez penser que c'est une gamine. Non. Celle-là, elle est surdouée. Allez-y chercher, faites des recherches. Parce que hier, j'ai pris le temps, de la manière, ces sorties m'ont tellement épaté. Je dis, mais qui est cette petite? Je suis allé voir sa biographie. J'ai fait des recherches. Les membres de sa famille. Elle est parentée à qui? Je ne suis pas venu ici pour parler des membres de sa famille et tout. Elle n'est pas mariée et tout. J'ai fait des recherches. J'ai dit, waouh. Donc, c'est une fille comme ça qui est à la CPI là-bas. Waouh, chapeau. Chapeau. Et par plaisanterie, j'ai dit, ah, Blé Goudé, voilà la femme qui est devant toi. Quand le procès va finir, il faut prendre cette petite-là, tu vas l'épouser. Elle est pour toi. Elle peut faire l'affaire. C'est une petite, mais elle a de grandes idées. Comme tu aimes femme, voilà la femme qui est là. Cette avocate, il faut la prendre. Tu l'amènes en Côte d'Ivoire, ils vont l'appeler Madame Blé Goudé. Madame Bappé. Bappé Jennifer. Son nom sera Bappé. Bappé Jennifer. Elle va devenir une femme bêtée. Bêtée à la peau blanche. Vous comprenez? Donc on va l'appeler Bappé Blé Goudé. Truc comme Bappé ou bien Charlie Jennifer. Elle mérite ce petit bon nom. Vous comprenez? Donc, Blé Goudé, voilà la femme qui est là. Si le procès finit, il faut dire, ah, de la manière que tu as lutté comme ça, on ne peut pas te laisser. On va te marier en même temps. On met bague. On met bague en même temps. De la manière, la femme de Carlos Ghosn, elle est avocate de la manière. Vous comprenez? Prenez-la. Prenez-la. En tout cas, elle mérite d'être l'épouse d'un bon Ivoirien. Ah, mais oui, vous qui me regardez, vous pouvez poser vos candidatures. Elle n'est pas compliquée, c'est une petite. Elle a 24 ans, elle est divorcée. Ce n'est pas parce qu'elle est avocate que vous allez avoir peur. Tentez vos chances. Tentez vos chances et vous allez la voir. Quoi, femme, vous pensez qu'on ne marie pas deux femmes? On marie deux femmes, hein? Il y a des Européennes qui comprennent. Hein?
Quand tu as le jeton là, elles vont t'accepter. Quand les milliards sont là, vous ne voyez pas Soro. il a femme à Bidjan. Il mougou à Foussiata Baba et il prépare son mariage avec sa Waiti, sa femme blanche. Une succès. Donc, vous comprenez, quand le jeton est là, mon frère, tu peux marier autant de femmes que tu veux. Pourvu que tu les entretiennes, c'est tout. Si tu as un bon entretien, hein, si ces femmes-là, il n'y a pas de souci. Elles ne vont pas se plaindre. Si tu leur donnais 1000 € par mois, et que tu prends une deuxième femme, et puis ces 1000 € sont toujours réservés, mais elle va pleurer pourquoi? Elle ne va pas pleurer. Elle ne va pas pleurer. Parce qu'elles sont guerres toujours là. Si tu payes les gookies pour elle, que tu prends une autre femme, mais si tu continues toujours à payer ces gookies, mais elle est heureuse. Mais si tu ne fais plus rien, une fois que tu t'es tourné vers une autre femme, c'est là la jalousie commence. C'est là même elle va se bagarrer à toi. Tu te fous de moi. Le problème va commencer. Mais si tu l'entretiens, à moins que c'est une fille qui aime bien le sexe et qu'elle veut toujours que tu passes la nuit avec elle tout le temps, là c'est un problème. Mais si dans la semaine tu ne lui fais pas l'amour tout le temps, mais c'est tout à fait normal de prendre une autre femme. Comme ça, tu dors ici aujourd'hui, demain tu dors ici. C'est clair. Il n'y a pas de truc de problème. Samy Faou. Ouais, famille, il y a un mouvement pour rendre l'homme en forme. Quand tu prends ça, ça te rend homme perpend, homme diesel. Ton moteur devient un moteur caviar, un moteur diesel. Tu es à l'heure à 4000, à 8700 chevaux, tu montes à 8700 chevaux. Donc voilà. Donc sur ce, on va se laisser. Mais concernant la RTI, je voulais en venir là. Le problème de la chaîne nationale, parce que un cyberactiviste, c'est aussi ça son rôle. Hier, on a dénoncé Laurent Gbagbo par rapport à son comportement vis-à-vis des médias. Lorsque un régime vient, ce régime confisque les médias. Et ce n'est pas normal. On parle de démocratie. Donc, lorsqu'on veut démocratiser un pays, il faudrait aussi que les médias soient démocratisés. Il doit y avoir des débats contradictoires pour faire passer des messages. Comme ça, le peuple saura des gens qui ont des bonnes idées, des bons plans pour le bien-être du pays. Mais lorsque les médias sont confisqués, nous ne sommes pas en Corée du Nord là. C'est en Corée du Nord, on montre seulement l'image de l'individu, on fait la propagande et on chante l'hymne national du pays, on montre les petites trucs, filles qui dansent à longueur de journée. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Corée du Nord. Donc, Alassane, qui est venu pour représenter la démocratie, il doit démocratiser, libérer les médias. Parce que cette subvention, les gens payent les taxes de la RTI. Je tiens à leur dire, ceux qui payent la facture de la RTI, ce ne sont pas des militants du RADP seulement. En Côte d'Ivoire, tu regardes la RTI, tu ne regardes pas la RTI. Du coup, au moment où tu as de l'électricité chez toi, tu dois payer les taxes, les redevances. Excusez-moi, je dis, les redevances de la RTI, tu dois payer ça, coûte que coûte. Donc, lorsque tu payes ça, tu as le droit aussi d'aller t'exprimer. Parce que tu ne peux pas contribuer à l'évolution, à l'existence de quelque chose. Et puis, ils vont te priver d'aller donner ton point de vue concernant cette chose, ou bien sur cette chose. Donc, la RTI est payée, même s'il y a d'autres médias qui naissent. Mais ce sont les taxes payées par les Ivoiriens que le gouvernement prend pour ouvrir encore d'autres chaînes. Et ces chaînes aussi sont payées par les taxes d'eau, électricité et d'autres. Les Ivoiriens payent ces taxes des différents médias. Mais pourquoi dans ces médias, on ne voit jamais les membres de l'opposition apparaître pour exprimer leur point de vue? Pourquoi ce sont les membres du gouvernement seulement qui parlent? On est où là? Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en Corée du Nord. Et donc, le gouvernement ivoirien parle de démocratie, alors on doit démocratiser la presse. Les gens, ils payent facture, ils nourrissent la RTI, RTI 1, RTI 2, RTI 3, les radios et comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, on empêche les membres de l'opposition de s'exprimer. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et personne ne dénonce ça. Même les militants du RADP, ils sont incapables de dénoncer ça. Pour eux, c'est bien. Ils acclament ça. Mais ok, imaginons.
Qu'un jour le pouvoir quittait, et que ceux qui viennent, qui allaient remplacer le pouvoir, confisquaient aussi à leur tour la presse. Mais vous serez les mêmes à dire que non, c'est la dictature, on nous empêche de nous exprimer. Oh, pourtant aujourd'hui, vous ne parlez pas de ça. Hein. Aujourd'hui, vous acclamez le gouvernement qui confisque cette presse, qui empêche les membres de l'opposition de s'exprimer, de donner leur point de vue. Mais on est où là? Mais c'est ça qu'on appelle la dictature. Lorsqu'on parle de dictature, c'est lorsque tu confisques les choses pour toi seul, pour qu'on puisse faire passer ton image, ton idéologie, pour embourber le peuple, pour faire croire au peuple que tu es le seul, en dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Mais il y a d'autres Ivoiriens qui doivent émerger. Laisser ces Ivoiriens exprimer, donner leur point de vue, on ne sait jamais. Alassane, il bâtit le pays, oui, mais il n'est pas le seul intellectuel en Côte d'Ivoire. En dehors de lui, il y a d'autres aussi qui ont la capacité de développer le pays. Donc, laissez les gens s'exprimer, donner leur point de vue. S'ils veulent être candidats, où est-ce qu'ils vont enlever l'argent? Comment ils vont faire pour construire le pays? Comment ils vont faire pour financer leur projet? Ils vont donner leur point de vue. En voyant cela, on va dire, ah, lui là, il est intelligent, c'est pas quelqu'un qui est truc. On va voir dans son passé s'il a commis des bêtises ou pas. Et les Ivoiriens feront leur choix. Mais lorsque vous confisquez, vous empêchez les autres de s'exprimer. Mais c'est anormal. C'est anormal. On ne peut pas soutenir de tels agissements. Parce que hier, les gens ont confisqué cela. Et c'est ça qui a créé la rébellion. La rébellion est née pourquoi? Parce qu'on disait que c'était une dictature. Que le peuple du Nord ne pouvait pas s'exprimer. Mais le peuple s'exprimait comment? À travers les médias aussi. Mais si les médias étaient contrôlés par le gouvernement de Gbagbo, et que ce peuple du Nord, on empêchait ce peuple du Nord d'aller s'exprimer, ça provoquait la dictature. Au sein de la société, le complot de la justice pour arrêter les gens, c'était ça la dictature. Ça poussait les gens à prendre les armes pour avoir la liberté, pour pouvoir s'exprimer en Côte d'Ivoire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que les gens sont d'accord? Ces mêmes qui ont combattu hier l'injustice, ce sont ces mêmes-là qui soutiennent cette injustice. D'autres vont me dire, Dieu, tu changes de truc. Je ne change pas. Je dis la vérité. Lorsque il y a la vérité à soutenir, je soutiens. Je soutiens Ouattara, non? Souvent, je le soutiens. Mais lorsqu'il y a une injustice, on doit dire la vérité. Et donc, on dit la vérité. Si cela mérite une prison ou une mort, je préfère cela. Parce que j'ai parlé, je vais mourir. Je n'ai pas parlé, je vais mourir. Peu importe, on ne peut pas devenir pierre sur cette terre. Tout le monde mourra un jour. Et c'est un péché de garder la vérité et mourir avec cette vérité. Tu gardes cette vérité, tu meurs avec ça. Dieu sait que tu n'as pas fait ta mission et que tu es un hypocrite. Au nom de l'hypocrisie, tu seras enfermé en enfer. Parce que tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Dieu, sa mission, c'est de dire la vérité au peuple. Et lorsque ta vérité peut permettre à des gens de voir clair, il faut l'avouer. Il ne faut pas cacher la vérité pour prôner le mensonge. Fais ça au nom de tes propres petits intérêts personnels, mon frère. Tu risques d'avoir le malheur sur ta vie. Non seulement ici sur cette terre, mais au-delà. Tu vas encore vivre encore ce malheur. Et ce malheur sera l'enfer. La vérité est la bonne chose. Il n'y a jamais eu de vérité sans douleur. Et aussi le mensonge aussi peut aussi créer la douleur. Dans tous les cas, la douleur peut exister dans les deux cas. Et la douleur existe dans les deux cas. Tu as menti. Tu auras la colère de certaines personnes que tu es en train de frustrer. Tu as dit la vérité, d'autres personnes aussi seront frustrées. Est-ce qu'il faut mentir pour avoir la frustration des gens ou est-ce qu'il faut dire la vérité pour avoir la frustration? La vérité est la meilleure et le meilleur chemin. Le chemin, seul le chemin qui permet aux gens d'être éclairés ici-bas et prendre le bon chemin. Je demande au gouvernement ivoirien de libérer la presse. Parce que les gens, ils cotisent là-bas pour payer la RTI. Là. Ce n'est pas pour les empêcher de s'exprimer. Ils cotisent pour payer la RTI, c'est pour que tout le monde s'exprime. Quelqu'un a son affaire, il doit aller devant la RTI pour annoncer ce qui lui fait mal au cœur. Même s'il doit payer, je ne sais pas, 10 000 francs pour une minute, pour faire passer son message, c'est très important. Ou bien 30 secondes, c'est important. Mais confisquer ça et donner ces médias aux membres, aux militants du RADP et aux leaders du RADP, non. C'est anormal là. Hier, les gens ont pris les armes parce qu'il y avait l'injustice là. C'est ce que vous nous avez dit, non?
Maintenant, pourquoi vous êtes là, cette injustice? Donc, pourquoi aviez-vous pris les armes? C'était pour enlever l'injustice des autres, pour installer vous, votre injustice. Mais si c'était ça, ce n'était pas la peine de faire la guerre. Parce que tu combats l'autre pour dire il est injuste, il applique l'injustice, donc tu le combats. Et cela a créé des morts là. Soi-disant pour éviter les morts, pour éviter l'injustice, vous avez pris les armes. Et ces armes que vous avez prises hier, vous faites les mêmes bêtises. Et si d'autres veulent aussi se baser sur ça pour dire, en Côte d'Ivoire, on ne peut même pas s'exprimer. On paye les taxes de la RTI et on ne nous laisse pas nous exprimer. Pour ça, on prend aussi les armes. Et donc, vous imaginez où ça va aller? Mais le pays va aller en désordre, en couille. Excusez-moi pour le terme. Mais ça ira de désordre en désordre. Parce que l'autre va dire, mais je paye mon argent. Je travaille, je souffre, je paye mon argent. Même les pauvres payent. Et puis on leur empêche plutôt de s'exprimer. Et si la haine monte, et ces gens-là disent, bon, moi je peux plus payer. Non seulement ils vont couper son électricité, ils vont lui priver de son droit naturel. Son droit inaliénable, ils vont lui priver cela. Et ce monsieur, il va se retrouver dans l'obscurité. On appelle ça quoi? L'injustice. L'injustice. Et si cette injustice le poussait à prendre les armes, ça allait créer quoi? Mais la mort, vous allez la battre pour dire, il voulait s'aimer des désordres. Ou bien, il voulait s'aimer un désordre dans le pays. Voilà pourquoi vous lui avez donné la mort. Mais qu'est-ce qui a poussé ce dernier à vouloir s'aimer le désordre? C'est l'injustice. Et donc, vous ne pouvez pas marcher dans l'injustice. Et donc, les gens qui vont se revendiquer et dénoncer cette injustice, on les tuer en retour pour dire non, ce sont des semeurs de troubles. C'est anormal. Et mettez fin à cela. Libérez les médias. Les élections arrivent. Mais vous dites un coup KO. Mais libérez les médias, les gens, c'est maintenant là, chacun doit expliquer aux Ivoiriens ce qu'il a dans sa culotte. Qu'est-ce qu'il propose? Si les médias sont confisqués et que les élections arrivent à 1 mois près ou à 2 mois près, et puis vous libérez les médias, et que vous gagnez, vous allez dire vous êtes populaire. Ce n'est pas comme ça, la démocratie. Voilà les élections aux États-Unis. Maintenant, campagne préélectorale a commencé. Cette campagne préélectorale a commencé. Les Américains, maintenant, ils vont voir parmi les leaders qui parlent, qui a des ambitions, qui a quoi dans ses projets. Avec ça, là, ils vont faire leur choix. Et 2 individus vont rester sur la liste. Et parmi ces 2 individus-là, ils vont encore choisir qui va gouverner le pays. C'est comme ça. Parce que les médias sont libres. Et donc, chacun est obligé d'écouter le candidat qu'il veut. Ah oui, tu écoutes et tu analyses leurs propos. Mais encore une fois, tout est confisqué. C'est un seul camp qui dit, voilà, toujours intoxiquer le peuple ivoirien. Et là, comment on va faire? Mais les gens, ils seront obligés d'épouser cette idéologie. Que ce soit faux ou vrai. Mais ils sont obligés parce que la répétition est d'ordre pédagogique. Et donc, lorsque tu répètes, que ce soit le mensonge, le fait de répéter le mensonge, ce mensonge se transforme en vérité. Et la personne qui écoute ces mensonges, il va penser que tu lui dis la vérité. Or, pourtant, c'est de l'intoxication. Slobodan Abe, tu dis tout le monde peut parler à la... Dis-moi les vrais politiciens qui sont des vrais opposants à Alassane qui parle à RTI. Montre-moi les vidéos récentes. Montre-moi les vidéos récentes où les grands politiciens qui sont contre Alassane, qui s'opposent à Alassane qui parle à la RTI, qui dévoilent leur truc, leur projet. Dis-moi le nom de et puis montre-moi la vidéo. Où ça date, c'est une date récente. Je ne parle pas de la RTI où le PDCI était en coalition avec le RADP. Montre-moi une vidéo venant de la RTI pendant que Bédier n'était plus avec Alassane. Montre-moi une vidéo venant de la RTI pendant que le RPI et le RADP ont eu des problèmes. Montre-moi cette vidéo. Montre-moi une vidéo où la RTI était en train de diffuser un message de Diom Soro qui s'opposait à Alassane. Montre-moi l'une des vidéos récentes. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Donc voilà le vrai problème. La RTI est confisquée. Or, tout le monde paye la RTI. Le villageois
qui a de l'électricité dans son petit village, qui a une petite ampoule chez lui à la maison, il paye la RTI. Qu'il soit militant RADP, FI, PDCI, ou bien un militant du GP, tout le monde paye la RTI. Donc s'il paye, c'est pour que le leader là, puisse aussi aller s'exprimer. Parce que si la RTI n'est pas payée, mais elle tombe, il n'y aura plus de télévision en Côte d'Ivoire. Donc elle est payée pour que le leader, ceux qui les représentent, puissent s'exprimer. Mais si le leader ne peut pas s'exprimer, on appelle ça comment? La dictature. La confiscation de la presse. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas fermer les yeux dessus parce que tu es militant du RADP. Mais quelle est cette ignorance notoire? On ne peut pas ignorer, être bandit, être un voyou jusqu'à ce point. Mais cela aussi va de droit pour la justice. Parce qu'il y a des juges militants là, des juges qui ont une idéologie pro-Alassane et qui sont au sein de la justice ivoirienne, qui se disent juges crédibles, qui jugent des gens sur l'idéologie pro-Alassane et qui condamnent des gens. Ils ont déjà une idée arrêtée. Ah, mais c'est ceux-là qui ont tué les gens. Donc, une fois qu'un juge a une telle mentalité, une telle idéologie, quelle que soit la défense de l'accusé, le juge fera tout pour le condamner. Il fera tout, parce qu'il a déjà une idée arrêtée. Je suis pour Alassane, c'est ceux-là qui ont tué les militants d'Alassane, il va goûter la prison. Donc lui, dans sa tête, mais il ne peut pas l'attraper comme ça pour le jeter en prison. Il fait semblant d'ouvrir un petit procès, et dans ce procès, il magouille tout. Et derrière, il y a la main du gouvernement, précisément le président de la République, qui lui envoie des gens pour exercer une pression sur ce dernier. Et ce dernier dit, tu as 20 ans de prison. Tu es emprisonné à perpétuité. Mais c'est de la voyousie qui se passe en Côte d'Ivoire. On dénonce ça. À un moment donné, quand Alassane pose des bons actes, on doit le soutenir. Mais quand il pose des actes qui sont mauvais, des actes moribonds, notoires, vulgaires, déplacés, tordus, négatif, on doit aussi le lui dire, pour dire, monsieur le président, ce que vous faites là, c'est contraire à ce que vous nous aviez dit hier, lors des campagnes électorales de 2010. C'est pas ce que vous aviez dit aux Ivoiriens. Et quand vous venez sur le plan international, quand les presses sont présentes, c'est pas ce que vous dites, mais vous dites ce qui est contraire à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand vous dites tout va bien en Côte d'Ivoire, la justice ne va pas bien là. Les gens, ils sont condamnés sans aucune preuve à une lourde peine. Les gens, ils mettent en prison et vous dites non, tout va bien, les structures juridiques sont bien. Mais c'est du n'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Non, la presse est libérée. La presse est libre. Oh, pourtant, c'est du mensonge. Aucune presse n'est libérée en Côte d'Ivoire là. Toutes ces presses sont confisquées par le gouvernement. Si vous voyez un débat, ce sont les militants d'Alassane qui font leur petit débat, qui montrent ce qu'Alassane fait, les travaux. Même s'il y a meeting, ils ne montrent jamais ces meetings. S'il y a un petit désordre quelque part, c'est ce qu'ils montrent. Pour dire, oh voilà, ils ont semé le désordre. Mais ils ne montrent pas où les gens sont rassemblés. Voilà le vrai problème. On appelle ça de la propagande pro-gouvernementale. C'est ce qui est vrai. Donc, je vous laisse. C'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble. Et mon dernier mot, s'il vous plaît, vous qui êtes les militants, quand on se déclare cyberactiviste, il faut savoir faire la différence entre un cyberactiviste et un vidéoman. Tu peux être un vidéoman sans être un cyberactiviste. Ah oui? Tu peux être aussi un blogueur sans être un cyberactiviste. Vous voyez, c'est différent. Vidéoman, blogueur, cyberactiviste. Allez-y, faites des recherches. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'était ma petite contribution. Je vous remercie. C'est le grand devant la vie. Donc, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas mon Facebook, c'est devant la vie. Devant à part. J'appelle D-E-V-A-N-T. Devant. Là, vous séparez, hein, devant là, est séparé de là. Là, comme L-A, à part, vous séparez encore, vous écrivez vie comme la vie.
V-I-E. Donc, devant la vie. Ça, c'est le nom de mon Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Donc, j'appelle Info. Info. I-N-F-O. Vous mettez tiret. Vous mettez Afrique. A-F-R-I-Q-U-E. Info Afrique. Et tout. Et aussi, fraternité. Pour ceux qui ne connaissent pas fraternité, je vais appeler F-R-A-N-I-T-E. Accent aigu. Fraternité. Ah, j'ai oublié. F-R-A-T-E-R-N-I-T-E. Accent aigu. Donc, fraternité. Vous vous connectez aussi là-bas, abonnez-vous. Et pour ceux qui ne connaissent pas le nom de mon YouTube, ma chaîne YouTube, j'appelle le nom du nom YouTube, de la chaîne YouTube, c'est Laisse-moi mourir 5 heures. Donc j'appelle laisse s'écrit L-A-I-2-S-E. Vous séparez mourir. M-O-U-R-I-R. Mourir. Et 5 heures s'écrit 5 comme le chiffre 5. H. Parce que je n'ai pas écrit ça en lettres. Donc 5 heures. Et j'ai oublié 5. Laisse-moi mourir 5 heures. Voilà. Voilà 5 là. J'ai déjà dit ça. C'est en chiffre et non en lettres. Donc 5 H. Voilà. Vous tapez laisse-moi mourir 5 heures sur YouTube. Vous allez me retrouver là-bas. Ciao, ciao, on est ensemble. Je n'ai pas insulté le président Alassane. Je dénonce ce qui se passe. Donc, dénoncer et insulter, c'est différent. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils vont commencer à se masturber ici, là. Ah, Djédjé, tu insultes. Non, 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 non. Il faut dénoncer. Donc, dénoncer, il faut appeler les choses par leur nom. Quand tu dis voyou, c'est que la personne s'est comportée comme un voyou. Quand tu dis une personne voleur, tu es voleur, ou bien une personne est une voleuse, tu dis à la personne ce que la personne vient de faire. Quelqu'un qui prend ta chose, qui cache. Donc, c'est un voleur. Même si ce dernier est ton ami, mais c'est un voleur d'abord. En dehors de votre amitié, là, il est quoi? Mais c'est un voleur. Donc, tu dois lui dire, mon frère, tu as volé. Tu viens de voler. Arrête de voler. Donc, le fait de lui dire il a volé. Donc, ça veut dire qu'il est voleur. Mais cela ne peut pas gâter votre amitié. Tu sais bel et bien qu'il a volé. Tu dis, mon frère, arrête de voler. C'est pas bien. Mais tu lui as dit, c'est pour lui donner des conseils. Pour dire, il ne faut plus, il va voler. Ouais, mon frère, tu te comportes comme un voyou, je n'aime pas. C'est pas parce que tu lui as dit qu'il est voyou que votre amitié est gâtée. Mais il reste toujours ton ami. Donc, il faudrait que les gens fassent la différence des choses. Voilà, dénoncer. Et insulter, c'est différent. Donc, j'ai dénoncé le gouvernement ivoirien par rapport à son acte, ou bien à ses actes qu'il pose. C'est clair. Et chaque acte, j'ai montré la nature de chaque acte qu'ils ont posé. Donc, quand je dis voyou, ça veut dire que c'est la nature de l'acte qu'ils ont posé qui représente la voyousie. Donc, ce qui représente la voyousie, ou qui est la voyousie, ceux qui posent ça, ils sont des voyous. Quand on dit un acte qui représente le vol, mais ceux qui pratiquent cela, on les appelle les voleurs. Ceux qui pratiquent l'injustice, on les appelle les injustes. Donc, c'est ce qu'il faut situer. Il ne s'agit pas des injures ici. Ciao. On est ensemble. Sous le Baudin AB, on est ensemble. Ciao.